Je suis vraiment très très heureux de vous rejoindre à présent pour vous accompagner dans cette réflexion autour de cette table ronde avec Le Monde et l'AGFIP. Vous accompagner pour discuter, pour échanger avec vous, parce qu'évidemment, vous serez invité bien sûr à participer à nos échanges. Tout cela avec l'AGFIP. Eh bien justement, messieurs, je vous invite à ouvrir cette réflexion. Didier Sardier, directeur général de l'AGFIP. Vous allez jusqu'au pupitre peut-être? Parfait. Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. On fait le tour de France dans ce conférence tour. Et déjà bienvenue à vous tous. Merci aux intervenants d'être présents et d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Nous voilà donc réunis aujourd'hui pour notre 5e étape de ce conférence tour de l'AGFIP en partenariat avec Le Monde. Après Paris, Strasbourg, Lille, Fort-de-France, nous voilà aujourd'hui à Rouen. Et je vous remercie tous d'être venus en nombre et d'être venus débattre et échanger sur cette question importante. Au moment où le gouvernement porte de fortes ambitions sur l'insertion des personnes handicapées, avec une réforme de l'obligation d'emploi et a engagé également une concertation pour améliorer l'offre de services proposée aux personnes et aux entreprises, affiche la volonté d'ailleurs d'embarquer toutes les entreprises dans ce défi sociétal, qui est celui de l'emploi des personnes handicapées. Nous ici, d'ailleurs, dans ce lieu où travaillent ensemble des entrepreneurs, n'est pas complètement un hasard. L'AGFIP est mobilisée depuis 30 ans, et même un peu plus maintenant, pour accompagner toutes les entreprises dans leur appropriation des réformes qui s'engagent et faciliter la transition. Nous venons de rénover nos services et aides à destination des personnes et des entreprises. Nous espérons qu'ils puissent répondre aux attentes de tous. Et notamment, nous proposons, pour prendre notamment le volet entreprise, des conseils, des accompagnements en appui direct aux entreprises. Nous développons des réseaux de référents handicap. Alors ici, en Normandie, il est installé depuis plusieurs années. Il a vocation néanmoins d'essayer de toujours mieux répondre. Nous développons aussi un centre de ressources, notamment à disposition de tous, qui doit justement permettre d'aller plus loin, d'aller plus vite dans ce défi qui nous est aujourd'hui proposé. Nous développons aussi des partenariats avec les branches, avec les fédérations professionnelles, avec l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation, pour justement essayer de développer des dispositifs adaptés aux enjeux d'un secteur ou d'un territoire. C'est aussi des réponses tant collectives qu'individuelles qu'il nous faut trouver. Nous sommes d'ailleurs sollicités par l'État pour mettre notre expertise et nos aides au service de tous, d'élargir finalement notre capacité d'action, et nous essayons d'y répondre. Alors, au regard de l'ampleur des réformes en cours, nous devrons encore certainement développer notre offre au cours des prochains mois, et nous souhaitons pouvoir vous écouter, vous entendre aussi, être à l'écoute de tous dans ces évolutions, c'est important. Alors, nous avons choisi de vous convier ici pour réfléchir ensemble et contribuer au changement des regards sur les personnes handicapées. C'est un élément essentiel pour une meilleure inclusion des personnes dans le monde du travail. Alors, l'AGFIP a publié un recueil de 10 contributions qui vous a été remis pour une meilleure inclusion professionnelle. Dans ce recueil, nous avons fait le choix, un peu particulier, et nous en sommes très fiers, d'avoir donné la parole à des personnalités qui n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer sur le handicap au travail. Leurs témoignages, leur expérience et leur approche, les approches qu'elles nous livrent, toutes différentes, apportent des éclairages nouveaux et très inspirants pour nous tous, qui abordons souvent ce sujet de manière quotidienne et permettent certainement de dépasser nos approches parfois un peu traditionnelles. Ce recueil sert de point de départ de ces rencontres dans toutes les régions de France pendant 2 ans. Et nous en sommes donc à la 5e étape aujourd'hui, afin de vous proposer, acteurs locaux, entreprises, personnes, associations et tous ceux qui veulent débattre de ce sujet, de se poser la question, de construire avec nous une société toujours un peu meilleure, où chacun aura vraiment la possibilité de développer un projet.
certains vont être présentés aujourd'hui, de s'épanouir professionnellement ou de conserver son emploi, qu'il soit en situation de handicap ou pas. Finalement, c'est de réussir à dépasser le handicap. À nouveau, merci d'avoir répondu présent pour que nous puissions échanger tous ensemble. Je laisse la parole à Pierre Privat, délégué régional de la GFIP, qui va vous en dire un peu plus pour finir ce mot d'accueil et avant d'entamer notre débat. Merci encore d'être présent aujourd'hui. Bon, je ne vais pas prendre trop longtemps la parole parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est la vôtre et celle des intervenants, pas la mienne. Donc, je me joins évidemment à Didier Sartier pour vous remercier de votre présence, qui est importante pour nous. Alors, je me suis donc Pierre Privat, délégué régional à GFIP Normandie. Donc, je suis un Normand frais depuis 2 ans, mais par contre, je suis un vieil AGFIPien, puisque ça fait plus de 20 ans que je travaille à la GFIP. Je pense que je dois y trouver un certain intérêt, sinon, ou alors j'ai des tendances au masochisme. Donc, ça fait 20 ans, donc ça m'a coûté quelques cheveux, mais en contrepartie, je pense que j'ai acquis un peu de recul. Et plutôt que de partir sur un propos un peu générique, j'avais envie d'illustrer un peu le sujet qui est aujourd'hui le nôtre, de l'inclusion, par une illustration sur le champ de la formation professionnelle. Quand je suis arrivé à la GFIP il y a 20 ans, en matière de formation professionnelle, il n'existait qu'un seul principe, c'est celui des dispositifs spécifiques. Vous aviez ceux qui étaient financés par l'État, ceux qui étaient financés par la GFIP, ceux qui étaient financés par d'autres acteurs, mais on était exclusivement dans des dispositifs de formation spécifiques. J'ai envie de dire, intégrer des personnes handicapées dans les dispositifs de formation de droit commun, ça relevait au mieux de l'utopie, au pire d'un manque de bon sens. Autant vous dire qu'à cette époque-là, les représentations et les stéréotypes étaient encore très présents. Et ce que je constate, c'est que en matière d'inclusion, on progresse. Alors, on progresse lentement, de manière de temps en temps frustrante, mais on progresse. Donc, 20 ans après, en Normandie, vous avez 12% des personnes en situation de handicap qui occupent les places de la région. 12% des places de la région sont prises par ça fait plus de 2500 personnes. Donc, maintenant, on a réussi collectivement, et c'est sur ça que je vais insister, on a réussi à inverser le paradigme. C'est-à-dire que maintenant, la question qui se pose, c'est comment on peut faire évoluer les dispositifs spécifiques qui restent encore, comme les centres de rééducation professionnelle, de manière à ce qu'on puisse effectivement continuer et amplifier ce volant d'intégration sur le champ de la formation professionnelle. Donc, et ça, c'est un travail sur lequel les établissements, l'ARS et la région sont en train de travailler. Mais voilà, maintenant, la question, c'est comment je vais plus loin pour avoir de meilleurs résultats et pour que n'importe quelle personne en situation de handicap puisse accéder à la formation. Et cette réussite-là, parce que c'est sur 20 ans, mais c'est un constat objectif, cette réussite-là, en fait, elle est le fruit de tout un cheminement au sein de la société et de tout un travail d'un ensemble d'acteurs. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appellerait le service public de l'emploi au sens élargi du terme. Là-dedans, vous allez retrouver des acteurs spécialisés par rapport à la thématique du handicap. Alors, la GFIP en est une incarnation et j'ai la vacuité de penser qu'elle a servi la cause. Mais vous allez retrouver le FIP, vous allez retrouver le réseau Cap Emploi, vous allez retrouver les établissements, les associations spécialisées. Donc, tous ces acteurs-là qui ont poussé la chose. Vous allez retrouver, même dans cette famille, service public de l'emploi, les acteurs dits de droit commun, la région, le Pôle emploi, l'État, les missions locales, enfin, tout un série d'acteurs qui, au début, ont commencé à jouer le jeu et qui, maintenant, ont intégré véritablement, commencent à intégrer de plus en plus dans leur stratégie cette dimension et cette prise en compte du handicap. À ce titre-là, si je prends l'exemple de Pôle emploi qui fait une expérimentation et qui est en train de réfléchir à comment je suis plus performant sur le sujet, on voit bien qu'au niveau du service public de l'emploi, les lignes bougent dans ce sens-là. Donc ça, c'est le rôle du service public de l'emploi. Vous avez le rôle des entreprises, parce que la représentation des entreprises il y a 20 ans, elle était parfois un peu approximative. Maintenant, mon
non seulement elle a évolué, mais en plus qu'on commence à avoir des entreprises qui commencent à s'engager dans une véritable politique d'emploi des personnes handicapées, avec une vraie stratégie, une vraie préoccupation du sujet, que ce soit en tant que tel ou dans le cadre de la qualité de vie au travail. Donc elles ont progressé. Il y a évidemment un autre aspect, c'est ce que j'appellerais de manière sans aucun doute impropre la société civile. Parce que, évidemment, pour arriver à ce résultat-là, ça veut dire que le rôle de l'université, le rôle de l'école, le rôle des associations, le rôle des clubs sportifs qui ont eux-mêmes œuvré à l'intégration, c'est tout autant des éléments qui ont favorisé mes 12% de personnes. Donc ça veut dire que c'est vraiment à toutes les strates que ce truc-là se gagne. Et puis les derniers qu'on peut remercier, c'est les personnes handicapées elles-mêmes, parce qu'elles ont réussi à démontrer qu'elles avaient toute leur légitimité sur le sujet. Voire même de temps en temps un peu plus, si je prends le cas d'Alexis qui va parler, sa légitimité elle est passée de la légitimité à la performance sportive. Donc si vous voulez faire une compétition sportive, je vous conseille de le prendre dans votre équipe. Vraiment. Petit aparté. Donc, tout ça pour en revenir à mon propos initial, c'est une réussite qui se joue à différents niveaux de la société. Et chaque fois, je trouve que j'y réfléchissais dernièrement, chaque fois qu'on intègre une personne, qu'on appuie le parcours d'une personne handicapée dans son intégration, qu'elle soit civile ou professionnelle, je trouve qu'il y a un truc qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on réussit deux choses. Finalement, on réussit déjà, on aide une personne dans sa légitime aspiration à avoir un parcours ordinaire. Donc c'est déjà une réussite micro-individuelle et qui est fondamentale. Et puis, c'est par l'intermédiaire de la personne elle-même. Parce qu'elle va travailler dans un collectif, qui soit dans une école, qui soit dans une université, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit en centre de formation, on démontre finalement que ce qui était hier une gageure est maintenant une normalité et, j'espère, demain une banalité. Donc la force de l'illustration, de l'exemple, de l'exemplarité, c'est ça qui va nous permettre aussi de faire tomber les derniers préjugés qui sont encore des freins à l'inclusion au sens où on peut l'espérer durablement. Donc, pour en finir, évidemment, on est encore assez loin, on est loin du compte. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à progresser, et je vais vous épargner la litanie des actions qu'on envisage de faire. Alors, la GFIP, les Cap Emploi, Pôle Emploi, ses partenaires, enfin, on a toute une série de choses qui sont dans les tuyaux. Mais là, aujourd'hui, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce que j'essayais de dire dans mon discours, c'est qu'en fait, tout ça, c'est aussi la réaction, le résultat de différentes composantes. Et aujourd'hui, je trouve que l'intérêt de cette table ronde, c'est qu'elle me sort, en tout cas, si je prends mon version égocentrique, elle me sort de mes précarés, parce que l'inclusion, ça se joue à tous les niveaux, et aussi à ceux qui vont être discutés aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais vous présenter à présent les participants. Alors, les premiers participants, vous, bien évidemment, dans la salle. Ça tombe bien, on est dans une salle agréable. Il fait chaud, il fait bon. On est entre nous. N'hésitez pas à prendre la parole à tout moment. Sinon, je vous inviterai à le faire. Et puis, nous parlions d'inclusion dans tous les champs. On le disait, on va parler de l'emploi, mais pas que. On va aller voir les bonnes pratiques un peu partout. Et ça commence souvent, on se dit, tiens, le meilleur moyen, vous le disiez, hein, c'est le sport. Alors, pour le sport... on n'a pas tout à fait la parité. On va commencer par vous, Chantal Nallet. Vous êtes conseillère d'animation sportive à la direction départementale de la cohésion sociale. Alors, c'est quoi la direction départementale de la cohésion sociale ? On connaît cela un petit peu, mais sous un autre nom il y a quelque temps. En fait, la cohésion sociale, direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Seine-Maritime, c'est très pompeux, c'est très long et en clair, c'est ce que l'on appelait avant jeunesse et sport sur le territoire de la Seine-Maritime. C'est beaucoup plus simple et c'est plus parlant à tous et à toutes. En fait, je suis conseillère sur cette direction, sur la Seine-Maritime, pour faire en sorte que sur un ensemble de sujets, et notamment le sport et handicap, le sport outil d'inclusion sociale, la mixité dans le sport, éducation, mixité, citoyenneté, l'ensemble de ces sujets, l'ensemble de ces publics, eh bien, on puisse essayer de lever les freins à la pratique et que le sport soit un réel outil. Tout à l'heure, Alexis parlera de sport, de compétition, mais le sport, c'est aussi l'activité physique. Et être bien dans son corps, être bien dans
dans sa pratique, c'est aussi rencontrer l'autre, avoir la chance de rentrer dans un club sportif en Seine-Maritime. Et je vous parlerai tout à l'heure des clubs labellisés qui vous permettent, quand on est en situation de handicap ou simplement en grande précarité, en tout cas lorsque l'inclusion a du sens, eh bien, vous verrez que ce sont des moyens pour permettre à la personne de se sentir mieux et donc peut-être avoir accès à des choses qui lui semblaient éloignées aujourd'hui. Merci, vous parliez d'Alexis en Quincan, eh bien passez-lui la parole. Alexis, bonjour, merci d'être avec nous. Alors on reçoit le sportif bien sûr, mais aussi le citoyen, et puis l'homme avant tout. Un handicap, ça ne se voit pas forcément comme ça au premier coup d'œil. Vous êtes double champion du monde, double champion d'Europe, double champion de France, et cela de paratriathlon, j'ai pas oublié de titre. Non, c'est ça, ouais, tout à fait. Bonjour à tous. Racontez-nous votre histoire d'homme déjà, et ce que vous faites au quotidien. Oui, bah alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'être bref. Donc moi je m'appelle Alexis en Quincan, donc je suis normand aussi, de Seine-Maritime, à côté d'Yvetot. Moi, ma vie, elle a été ponctuée d'un grave accident de travail, en fait, où je me suis fait broyer la jambe par un engin de chantier. Et donc, aujourd'hui, je suis amputé tibial, donc amputé sous le genou. Mon parcours, ça a toujours été dans le bâtiment. Et du coup, c'est vrai que cet accident, il a été brutal à l'âge de 24 ans. Beaucoup de choses ont été remises en question. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer un jour à une journée AGFIP, où du coup j'ai rencontré par ce biais de journée Marie-Ondine Masselin qui travaille chez Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Et à la suite de cette journée sportive, je leur ai prouvé qu'au final, avoir une jambe en moins ou pas, c'était pas forcément ce qui était important. Et par ma détermination, Marie-Ondine s'est dit mais il y a quelque chose à faire avec ce monsieur, parce que justement j'avais la fibre du bâtiment et j'étais à ce moment-là en pleine recherche d'emploi. Et donc voilà, donc j'ai eu la chance qu'elle me fasse rencontrer aussi un chef de chantier, qui s'appelle Marc Duchemin, et qui a aussi m'a laissé cette chance de pouvoir retravailler, avec tous les a priori qu'il y avait autour, hein, parce que pour l'anecdote, j'ai travaillé à Sotteville sur un chantier là, et c'était en plein mois de janvier, il y avait -5 dehors. Et je sais que le monde du bâtiment, c'est quand même un monde assez dur. Et il y avait -5 dehors. Et je suis arrivé le premier matin au travail en short. Donc j'ai ouvert la cabane de chantier. Et là, je peux vous assurer qu'il y avait une vingtaine de compagnons à l'intérieur. Et le premier regard, tout de suite, il n'a pas été dans les yeux, il a été dans les jambes. Parce que clairement, ils se sont tous dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, quoi. Et voilà, ce premier rapport, il a été un petit peu difficile, mais en fait, au bout de quelques jours, j'ai tout de suite fait oublier ce que c'était que l'handicap. Et je peux vous assurer que la plupart, après, voulaient à tout prix travailler avec moi, quoi. Vous étiez sportif avant ? Oui, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de boxe et de basket. J'étais champion de France de full contact en mai 2010 et j'ai mon accident en août 2010. Donc voilà, c'était encore quelque chose qui a interrompu ma progression sportive. Mais au-delà de ça, en fait, c'est vrai que cet accident, il a remis beaucoup de choses en question, mais aujourd'hui, il m'a reconstruit et voilà, je suis assez fier de ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà. On va découvrir cela, on parlera avec le citoyen ensuite. Donc ça fait 8 ans, c'est cela, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. 8 ans d'un parcours, et on va en reparler ensuite dans quelques petites minutes. Alors nous, on s'est rencontrés, c'était pas en 2010. Romain Briffaut, c'était, vous m'avez dit, en 2013, hein, au département de Seine-Maritime. Je vous en prie, Romain, prenez un micro. Bon, ça marche. Vous veniez présenter des robes de mariée, en particulier une robe de mariée présentée par un mannequin en fauteuil roulant. C'était une première. Hein. Oui, c'est bien sûr, c'est une première mondiale d'ailleurs, parce que cette robe de mariée n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Elle a fait l'objet d'un brevet déposé bien sûr à la IMPI. Et déjà, comme début de carrière de styliste, je pense qu'on ne peut pas rêver moins que ça, parce que c'est vraiment exceptionnel d'avoir déjà un brevet dans un parcours de créateur. Et depuis, depuis cette robe, cette robe, c'est quand même quelque chose qui a été fondateur chez moi. C'est un message fort qui dit: je ne veux pas faire de différence. Tout le monde a le droit de se vêtir de la meilleure façon possible, que ce soit une personne valide ou une personne en situation de handicap. Tout le monde a le droit de se vêtir de la même façon,
de la même manière. Et voilà, donc c'est plus un message d'espoir et d'amour et de tolérance que j'essaie de faire passer à travers mes créations. Et ça vous vient de votre propre existence, que je le disais tout à l'heure, le handicap, ça ne se voit pas forcément au premier coup d'œil. Vous-même, vous êtes autiste, vous avez le syndrome d'Asperger. Pour ceux qui, je pense que nombreux sont ici ceux qui connaissent, aujourd'hui on en parle assez régulièrement, mais comment vous définissez votre personnalité, parce que c'est une part entière de votre personnalité? Oui, tout à fait. Alors, bon, ma personnalité, je la considère un peu comme un électron libre avant tout, mais aussi doté d'une sensibilité extraordinaire, parce que cet handicap, en fait, comme ça pourrait être un handicap, mais pour moi, ce n'est pas un handicap. C'est un plus, c'est une valeur ajoutée à ma personnalité. J'en profite parce que je sais que c'est une façon de penser différente. Alors, il faut à la fois pas tomber dans l'autre côté, parce que dire que les autistes sont plus intelligents que la neurodiversité classique, entre guillemets, ce n'est pas vrai du tout. Moi, je suis, en fait, on en parlait tout de suite en disant qu'on voulait être dans une société inclusive au lieu qu'exclusive, justement. Et je suis en plein dedans, en fait. Je veux donner, en fait, l'accès à tout le monde. Je veux que tout le monde soit en fait en cohésion, sans forcément avoir de préjugés ou d'a priori sur les personnes. Voilà. Et on sait que le regard que l'on porte sur l'autre, c'est extrêmement important. Et vous veillez à ce que justement on puisse s'habiller, quelle que soit sa situation, et pas seulement en situation de handicap, si on est plus grand, si on est plus gros, si on est que la moyenne. On va en parler avec vous dans quelques instants. Puis on pourra parler également quelques instants, parce que vous avez quel âge 25 ans. 25 ans, il a déjà un livre, une biographie qui sort là. Tout à en fait, exclusivité, vous pourrez en parler avec lui ensuite. Qui retrace d'ailleurs le parcours d'autisme au parcours de stylisme dans l'insertion professionnelle. Et quelles ont été les étapes clés pour en arriver là, et avec une telle volonté de pouvoir effacer, enfin plutôt faire valoriser les différences. Et le livre est arrivé hier, et donc touchons, on en parlera tout à l'heure. Et puis, notre sachant, allons-nous dire, Philippe Mazereau, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Caen, au Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et formation. Est-ce que vous pouvez me raconter déjà votre parcours, parce que vous n'avez pas toujours fait universitaire? Non, pas du tout. C'est même tardivement d'ailleurs que je suis devenu universitaire. J'ai débuté ma carrière comme enseignant, puis comme enseignant spécialisé dans des institutions médico-sociales. Et puis, je suis devenu aussi directeur d'établissements médico-social, institut médico-éducatif, service de soins à domicile. Voilà. Puis, en fait, j'ai parallèlement poursuivi un parcours universitaire, voilà, qui m'a amené à l'université. Et je dirais presque naturellement, mon champ de recherche s'est développé sur toutes les questions liées aux situations de handicap, hein, depuis le plus en lien possible avec le système éducatif de formation, mais aussi, je dirais, le système de l'emploi des établissements spécialisés. Ce qui fait que voilà, mes recherches, plus celles des étudiants, ça me permet d'avoir, je dirais, des capteurs, comme on dit. Hein. C'est comme quand on fait de la météo. On a des capteurs dans différents endroits de la société et ça permet de voir un petit peu quelles sont les questions vives et comment les choses se bougent en matière d'inclusion, notamment. Alors, Philippe, justement, ce mot, on va commencer par là. Il vient d'où, ce mot d'inclusion qu'on utilise de plus en plus souvent dans la société ? Alors, le mot inclusion, oui, il a une origine anglo-saxonne. Hein, alors, c'est vrai que les traditions culturelles, linguistiques sont quelquefois un peu compliquées. Donc, en fait, d'un certain point de vue, ça pourrait être l'équivalent du terme insertion en français. Mais en fait, les débats qui ont eu lieu autour notamment de la mise en place des politiques inclusives au niveau de l'Union européenne, maintenant c'est devenu, je dirais, le terme qui désigne l'ensemble des politiques sociales. Hein. Au départ, bien sûr, ça a été promu
par les associations de personnes en situation de handicap au niveau international, notamment au niveau, au niveau de l'ONU, hein, qui a débouché sur la charte de 2006. Et donc maintenant, c'est diffusé et c'est devenu l'emblème en fait des politiques sociales. C'est-à-dire essayer de produire une société qui soit qui produise de la cohésion, la moins discriminante possible, hein. Ça s'appuie beaucoup sur le concept de non-discrimination. Et donc, voilà en gros comment on peut définir ce terme. Je dirais presque, c'est pas tant la définition qui compte que d'essayer de répertorier un peu ce qui se fait sous cet emblème, pour pouvoir montrer que l'inclusion, c'est pas un état, c'est un processus, c'est quelque chose vers lequel on doit tendre. On ne sait même pas d'ailleurs ce que ça pourra donner d'un certain point de vue, hein. Mais voilà, c'est plus... C'est un mot qui est utilisé depuis longtemps dans le champ du handicap, hein. Il vient un peu de là. Oui, il vient de là, mais si vous faites, comme je le fais un peu, de l'histoire... Le mot intégration aussi, ça venait du handicap, et puis maintenant on parle plus d'intégration pour le handicap, on parle d'intégration pour les populations étrangères, pour l'immigration. Donc à chaque fois, je dirais, les personnes en situation de handicap, elles amènent quelque chose et qui se transforme en un concept social général. Alors en France, on parle effectivement d'intégration pour l'émigration, pour l'immigration. Et puis, en tapant le mot inclusion, je me suis aperçu qu'au Québec, on avait un ministère de l'immigration et de l'inclusion. Donc déjà, on voit que les deux mots sont proches, mais très différents. Comment vous faites la différence entre les deux? Comment distinguer intégration et... dans les faits, dans les actes? Dans les faits, il y a une distinction qui est très nette. C'est que l'intégration, on fait porter... sur la personne en situation de handicap, le fait de s'adapter à la société. D'ailleurs, si vous voulez, par exemple, prenons l'exemple du contrat d'intégration pour les personnes qui viennent en France. Il faut qu'ils manifestent le fait d'apprendre le français. Enfin, voilà, c'est une contractualisation. L'inclusion, je dirais, la charge de la preuve est inversée. C'est-à-dire, c'est la société qui doit se rendre accessible. Voilà, on va dire, se rendre accessible au plus grand nombre, indépendamment d'une quelconque particularité. Hein, vraiment, je pense que le terme accessibilité, évidemment, on a tendance à le réduire aux locaux, aux problèmes d'aménagement pour la circulation des personnes en difficulté motrice. Mais non, l'accessibilité, c'est l'accessibilité dans les loisirs, dans le travail, dans l'éducation. C'est ça. Donc c'est une société qui s'ouvre, voilà, et donc, dont l'objectif, c'est de faire en sorte que dans une société ouverte, eh bien, les personnes en situation de handicap participent pleinement. Voilà, il y a l'autre volet de l'accessibilité, hein, c'est la participation des personnes. Alors, évidemment, c'est bien ça. On est dans une situation de transition. L'accessibilité, ça produit pas toujours et en tout lieu de la participation. Il faut des choses en plus, on va dire. On aura l'occasion d'en parler. Brièvement, les uns les autres, Chantal, peut-être ce mot d'inclusion, là comme ça, qu'est-ce qu'il vous inspire, vous? Alors, je vais prendre la pratique pour laquelle je suis professeur de sport, l'inclusion au regard de l'insertion. On a beaucoup utilisé l'insertion par le sport. Pas forcément aujourd'hui. Alors, je distingue souvent dans les dispositifs que l'on met en place au niveau de l'État, intégration par le sport, inclusion, insertion. Alors, on est forcément certaines fois dans l'erreur. Pour l'inclusion sociale, si je prends l'exemple de ce qui peut se faire sur le champ du handicap en Seine-Maritime, et ça se fait aussi en Normandie en général, hein, si ce n'est qu'on a territoire par territoire des démarches plus ou moins différentes qui sont en cours de mutualisation du fait que la Normandie aujourd'hui, nous sommes en Normandie, nous ne sommes plus en Haute et en Basse Normandie. Donc on essaye justement en ce moment de mettre à plat et de faire en sorte qu'il y ait une cohérence
de territoire et que l'on parle le même langage pour que toute personne en situation de handicap, quel que soit le lieu où elle se trouve, elle puisse retrouver du sens dans ce qui est proposé. Inclusion, si on parle de handicap, c'est par rapport à ce qui se fait en Seine-Maritime, au travers des 160 clubs qui peuvent être labellisés en Seine-Maritime. Labellisé, ça veut dire être sûr qu'il y a déjà un accueil organisé, c'est être sûr déjà que la société, la structure sportive a une personne formée sur le champ du handicap, quel que soit le handicap, puisque on intervient sur le champ des différents handicaps, y compris de l'autisme, avec le CRA en Normandie, Senneur, plutôt ex-Haute-Normandie, et faire en sorte que les créneaux dédiés sportifs qui sont mis en place dans un club sportif puissent inclure, mettre en place de l'inclusion et non pas intégrer une personne avec un créneau dédié. On est champion du monde de créneaux dédiés en Seine-Maritime et en Normandie et en France. C'est-à-dire qu'en fonction des problématiques de handicap, les clubs sportifs ouvrent un créneau de telle heure à telle heure, l'établissement spécialisé arrive, il vient, moi j'ai l'impression qu'on est à l'UNSS. Je caricature mais un peu. Et on repart. Ça, on est champion du monde, on en a 160, on crée des labels, on valorise les clubs de manière à démarrer une démarche. La démarche qui est aujourd'hui essentielle et à développer et à mettre en évidence, c'est l'inclusion. Inclusion, ça veut dire, et on a des exemples de clubs sportifs qui le font très bien, c'est ouvrir les clubs sportifs et accueillir, quel que soit le handicap et quelle que soit la différence, les publics, hommes, femmes et enfants, avec les autres, sur des créneaux et ensemble, et non pas sur des créneaux dédiés et spécifiques. Il faut que le sport soit un outil au service des publics. Il ne faut pas que la pratique de l'activité physique soit un créneau dédié, la personne vient, quel que soit son âge, et reparte. Si on veut vraiment qu'il y ait une socialisation et une inclusion de la personne. Le chemin est long, parce que forcément, on doit parler d'emploi. On évoquait tout à l'heure avec les quelques clubs sportifs qui sont dans la salle, cette difficulté qu'un club sportif peut avoir à développer l'emploi. Alors on n'en est pas là à développer l'emploi pour les personnes en situation de handicap, on en est déjà à créer l'emploi pour développer la pratique pour les personnes en situation de handicap ou pour les publics qui sont en grande précarité sociale, qui peuvent être en CHRS, pension de famille. L'inclusion, ce n'est pas uniquement le handicap, c'est tous les publics où il y a une vraie différence et où il y a un vrai besoin que la société change pour les accueillir et qui les inclut dans la vie de société. Chantal, donc, moi je retiens un mot déjà de ce que vous avez pu dire, c'est ensemble. Ça me paraît vraiment important. L'inclusion pour vous, c'est faire du sport ensemble. Pour un sport ensemble et ne pas faire à côté. Et ça pourrait être travailler ensemble comme vous le faites, vous, Alexis, sur les chantiers. Le mot inclusion, qu'est-ce que vous, tout de suite, là, comme ça vous inspire? Alors, inclusion, pour moi, ça peut être un peu encore compliqué. C'est malgré, on voit bien une amélioration des préjugés et des choses mises en place. Moi, je vais parler par mon expérience personnelle. Quand je rencontre Marie-Ondine de Bouygues Bâtiment Grand Ouest, elle me propose de travailler pour Bouygues. Et du coup, voilà, on me propose de travailler par une agence d'intérim pour voir un petit peu. Ça faisait à peu près 5 ans que je n'avais pas travaillé, donc forcément, il fallait se remettre le pied à l'étrier. Et donc, cette agence d'intérim, forcément, m'envoie vers une visite médicale obligatoire. Et c'est là où, en fait, je me rends compte qu'il y a encore du travail, parce que je peux vous assurer que je suis tombé face à un médecin du travail qui a, entre guillemets, halluciné. Parce que je pense que cette personne, elle est confrontée tous les jours à des personnes qui veulent, entre guillemets, sortir justement de ce monde du travail. Et là, pour une fois qu'il avait un cas simple où une personne avec une jambe en moins, entre guillemets, venait, c'était clair et net qu'il ne pouvait pas travailler dans le bâtiment, quoi. Et donc, il a fallu que... je le prends avec le sourire, mais encore une fois, je peux vous assurer que je suis resté plus de 2h30 dans le cabinet parce que lui, il ne voulait pas signer ce formulaire parce que pour lui, ce n'était pas possible, quoi. Donc, encore une fois, cette inclusion, elle est pas si simple parce que encore une fois, quand vous subissez un handicap au cours de votre vie, vous n'êtes pas forcément obligé de le vivre bien. Donc, quand vous commencez à faire une démarche de vouloir retravailler dans cette société et que vous vous confrontez à un médecin qui, du coup, vous dit que c'est clairement pas possible, et ben, si vous n'avez pas cette mentalité à dire « mais moi, je vais vous prouver que c'est possible », et ben, vous repartez encore plus bactère et du coup, vous repartez vraiment difficile, dans un état d'esprit difficile. Donc ça, c'était pour la part travail. Donc la preuve, c'est que moi, cette visite médicale, je l'ai passée et j'ai travaillé toute l'année sur le chantier et ça s'est très bien passé. Moi, pour revenir du coup en sport, c'est que ce que j'adore dans le triathlon, c'est que du coup, cette fédération,
Encore une fois, il n'y a pas de... C'est tous ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je fais autant de compétitions avec les valides qu'avec les handisports, voilà, avec le paratriathlon. Et cette notion justement de partage au quotidien, donc que ce soit dans mon club ou en triathlon, ou que ce soit dans les compétitions régionales, c'est des émotions vraiment importantes. Et je peux vous assurer que les plus belles émotions, ce sont souvent celles à la ligne d'arrivée sur des courses valides où, mine de rien, je finis devant beaucoup de gens avec leurs 2 jambes, leurs 2 bras. Et pour le coup, voilà, il y a vraiment des moyens des moments d'échange assez importants avec des émotions assez fortes à l'arrivée, quoi. Donc c'est ensemble, on partage des émotions, mais pour les freins, il y a encore les a priori quand même, y compris jusque dans le corps médical, Oui, par exemple. en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de méconnaissances en fait, sur l'handicap en général. Moi, pour l'anecdote, j'ai passé tous mes CACES. Donc CACES, c'est conducteur d'engin de chantier. Quand ce médecin m'a demandé grosso modo ce que j'étais capable de faire sur le chantier, je lui ai dit que j'avais tous mes CACES. Et là, mais encore une fois, halluciné parce qu'avec une jambe en moins, comment vous voulez conduire des grosses pelles, des gros trucs et tout ça, quoi. Mais voilà, c'est la méconnaissance totale. Quand je lui ai dit qu'aujourd'hui, je conduisais une boîte manuelle comme tout le monde, il n'en revenait pas, quoi. Donc je pense que c'est un médecin qui arrivait à la retraite. Et là, je pense que voilà, ça va faire du bien de rajeunir un petit peu les choses parce que, encore une fois, je pense que je lui en veux pas, hein, personnellement. Hein, mais la méconnaissance a fait qu'il avait des stéréotypes assez forts. Et voilà. Mais je lui ai prouvé le contraire. Merci beaucoup. Et vous, Romain, prenez un micro, je vous en prie. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce mot-là, cette notion d'inclusion? Un peu les mêmes émotions, les mêmes phrasés qu'a dit Alexis, et je me retrouve vachement là-dedans, enfin, dans son histoire, mais sauf que moi, c'est une particularité un peu plus complexe. On est plus dans le handicap invisible. Oui, alors c'est compliqué parce qu'on ne peut pas savoir de loin s'il est autiste. On voit un autiste, on ne le voit pas sur lui directement. Ce serait mieux qu'on porte même un badge de l'autisme, mais bon, ce ne sera pas très utile. Mais voilà, nous on ne le voit pas du tout. On dit mais on tombe à chaque fois sur un os avec nous. On sait jamais comment s'y prendre. Et en fait, dans le domaine justement de l'inclusion et de la différence, je pense qu'il faudrait aussi former les AVS dans le milieu ordinaire. C'est les aides de vie scolaire, les assistantes de vie scolaire. C'est ça, tout à fait, pour justement une meilleure intégration des personnes avec autisme. Alors moi, je parle pour moi, mais après, il y a plein d'autres choses que j'oublie parce qu'il y a toujours des innovations à faire dans le monde scolaire, telles justement une inclusion justement de mixer aussi avec les rendez-vous, enfin les apprentissages spécialisés. Faire en sorte que ce soit... en fait, moi j'ai passé 4 ans dans un hôpital de jour. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et moi, en tant qu'autisme, ce qui m'a le plus manqué, en fait, c'était le monde neurotypique, en fait. Et si on pouvait allier les deux, en fait, créer un monde avec justement une insertion dans le milieu ordinaire, avec une aide, la même aide que l'on peut retrouver dans les hôpitaux de jour, ce serait vraiment excellent, quoi. Ça pourrait permettre justement aux personnes avec autisme de pouvoir s'acclimater un peu plus rapidement dans le monde de la neurodiversité au final et d'en apprendre davantage au niveau des relations sociaux ou sociales. Philippe Mazereau, c'est votre spécialité, ça, l'éducation. C'est bien d'avoir posé cette question Alors les AVS, moi je travaille dans une radio où à chaque rentrée scolaire pendant... plusieurs semaines, pendant un mois, et je pense que même si aujourd'hui on allait faire des reportages, on trouverait des choses à dire. Chaque année, ça revient. Les journalistes appellent ça un marronnier, les AVS. Malheureusement, hein, malheureusement, on préfère traiter de l'été indien. C'est une vraie problématique que pose Romain, là ? Tout à fait. C'est-à-dire que je crois que la chose essentielle qu'il a dite, c'est qu'en fait, on est dans un moment, on va dire, où les compétences des milieux spécialisés doivent migrer, on va dire, rejoindre le milieu ordinaire. Hein, moi, souvent, je dis, c'est enrichir. Hein, c'est comme les pâtes aux œufs frais. On doit enrichir les pratiques ordinaires avec les compétences spécialisées. Et quand la volonté, je dirais, est là, ça produit des effets. Par exemple, en termes d'accessibilité des diplômes, on voyait bien, en termes de formation, on voit des choses qui évoluent.
notamment des dispositifs de reconnaissance des compétences dans la formation initiale des jeunes, où les référentiels métiers sont adaptés pour pouvoir permettre à des personnes en situation de handicap de soutenir tout ou partie d'un diplôme. Hein. Personnellement, moi, j'ai assisté un jeune qui soutenait une partie de son CAP d'entretien espace vert et qui ne parlait pas. C'était un jeune de 18 ans, trisomique, qui avait énormément de mal à parler. Il a entièrement soutenu son dossier, ce qu'on appelle le dossier de preuve, par le biais de projections vidéo, de suivi, et il a montré au jury qui était là du ministère de l'Agriculture et de l'Éducation nationale, qui maîtrisait les compétences en situation de toute une partie de ce référentiel. Qui aurait pu imaginer ce genre de choses il y a quelques années? Donc vous voyez, c'est vraiment ce double mouvement, hein, adapté, un diplôme rendu accessible et adaptable, et des personnes qui peuvent y accéder. On parle d'inclusion, il faut que je me montre inclusif également. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire, ce mot d'inclusion? Je suis sûr que vous avez... forcément, en écoutant, là, vous vous dites, moi, j'aurais plutôt dit ça, ou alors, ok, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous écoute. Je sais, c'est toujours la première main qui se lève, la plus difficile. Oui. Alors, on a peut-être un micro qui peut circuler. Merci. Bonjour, Bonjour. Je m'appelle Xavier Duval, j'ai 46 ans, je viens du Havre. J'ai 3 casquettes. La première... je fais partie de l'association de tennis de table du Havre. C'est le plus grand club du Havre. On a une section d'e-sport avec une jeune vice-championne de France. Là, elle a fait les championnats d'Europe au tennis de table fauteuil au Portugal. Elle est également étudiante à l'université. Elle n'a pas d'AVS pour l'aider. Donc, des fois, comme elle veut être à côté de ses camarades sont obligés de la porter pour accéder à l'amphithéâtre. Et en fait, au niveau du tennis de table, moi, je viens de passer mes diplômes de juge arbitre. Donc, j'arbitre la nationale, la pré-nationale et la régionale. Et souvent, par rapport à l'intégration des personnes handicapées dans notre club, la grosse difficulté, c'est pas de les recevoir, c'est d'avoir l'encadrement des bénévoles autour pour s'occuper des personnes avec un lourd handicap, et aussi rappeler les règles en e-sport par rapport au jeu. Et ma deuxième casquette, c'est aussi, je viens d'intégrer le comité départemental de tennis de table de Normandie, et en fait ma fonction est de m'occuper de tout ce qui est autour du handicap entre les différents acteurs et puis le tennis de table. Et la troisième casquette, c'est que je suis demandeur d'emploi. Et en fait, la difficulté dans l'emploi, c'est l'handicap qui se voit et l'handicap qui ne se voit pas. Moi, j'ai les deux. En fait, j'ai un handicap qui se voit. Et l'handicap qui ne se voit pas, c'est plutôt la productivité dans l'entreprise. C'est-à-dire que des fois, on nous demande d'être aussi productif qu'une personne valide. Et les gens ne comprennent pas pourquoi je vais taper moins vite que vous au clavier ou des choses comme ça. C'est Voilà. intéressant ce que vous dites. Bravo pour votre investissement sportif. Sur l'inclusion, une dernière question. Oui. Je pense avoir la réponse, avoir entendu, mais c'est quoi le plus difficile? Mettre en œuvre l'inclusion au travail ou dans le sport? Moi, je pense que c'est les deux, parce Les que il faut... par exemple, il y a une règle qui est complètement stupide dans mon sport. C'est-à-dire que les gens qui sont en fauteuil ont le droit à la règle en e-sport. Et moi, je joue debout, j'ai pas le droit à la règle en e-sport. Donc, j'ai la règle des valides comme tout le monde. Donc, les gens peuvent jouer sur les côtés, même si je peux pas aller chercher la balle. C'est à moi de me débrouiller pour voilà.
Merci beaucoup. Philippe, avant de refaire un petit tour de table, l'inclusion, alors on parle du travail, on parle du sport, on l'entend là, les deux semelles, la mobilisation des gens qui sont autour, les bénévoles dans un club sportif et puis les collègues de travail, pas simplement le décideur qui a dit moi pour des bonnes raisons, souvent parfois juste parce que ça fait X% à la fin de l'année et que ça va éviter évidemment d'être à l'amende. Mais en tout cas, à un moment donné, il faut associer le personnel. Ah oui. Oui, c'est-à-dire que je dirais que peut-être le défaut qu'on a quand on raisonne handicap et emploi, c'est qu'on raisonne en termes d'adaptation de poste. La plupart du temps, on raisonne en termes d'adaptation de poste, en termes d'ergonomie, et on ne raisonne pas en termes d'accueil dans une équipe de travail, de ce que ça peut modifier aussi des relations ou de la division interne du travail au sein d'une équipe. Rapidement, un exemple d'un étudiant qui avait travaillé auprès de Cap Emploi il y a quelques années, et il avait eu le cas justement d'une personne autiste qui avait été embauchée dans une entreprise qui avait un niveau de technicien supérieur, et il avait prévenu donc le chef d'entreprise que cette personne, évidemment, avait un peu des difficultés relationnelles, mais surtout, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Enfin, et donc le directeur d'entreprise, il dit ça tombe bien, nous, vous savez, s'il travaille beaucoup, on va lui donner beaucoup de travail, ça va. Sauf qu'au bout de 3 mois, effectivement, il travaillait beaucoup, on lui confiait beaucoup de dossiers, mais il sortait pas vraiment de son bureau, il n'avait pas de relation avec ses collègues, et ça a créé... l'entreprise n'a pas pu le garder, d'abord parce que, de fait, il travaillait, il faisait 2 fois de plus de dossiers que tout le monde à traiter, mais il n'était absolument pas dans un système de coworking ou de partage de tâches. Et ça aurait pu être travaillé en amont. On raisonne en individualisant et en adaptation de poste. Je pense qu'il faut raisonner beaucoup plus global pour l'inclusion. Il ne suffit pas de mettre un écran plus grand. Pour les gens qui ont des problèmes de vue, il faut aller au-delà de tout cela. Voilà. Absolument. Justement, tiens, vous, Alexis, vous l'évoquiez, cette question avec l'anecdote de l'arrivée en short. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, à votre avis? C'est l'aspect matériel de mettre... vous l'avez fait un peu oublier, d'ailleurs, cet aspect matériel. Vous avez voulu prouver que vous étiez capable. Oui, en fait, moi, grosso modo, l'opinion des gens, je m'en moque un peu, en fait. Moi, je suis, entre guillemets, un fonceur et je ne m'arrête pas sur les a priori des gens. Moi, vous voyez, ma prothèse, elle est toute bête. Je n'ai pas d'esthétique. Je suis tout le temps, la plupart du temps, en short. Forcément, je suis épié, regardé. Je m'en amuse beaucoup. Je suis le premier à m'arrêter et la situation où les enfants se posent la question de savoir ce que c'est réellement. Je prends le temps de m'arrêter. Alors, pas forcément tout le temps. Si je suis en train de courir, forcément, je ne m'arrête pas. Mais en tout cas, si je suis à pied, c'est avec un plaisir que j'explique et que je prends 30 secondes pour expliquer aux enfants ce que c'est. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une prothèse. En France, aujourd'hui, donc moi, via mon sport, j'ai la chance de voyager un petit peu hors de nos frontières. Et entre autres, dans les pays anglo-saxons, il y a vraiment une culture autre de l'handicap. C'est-à-dire qu'un enfant en Angleterre ou peu importe, il ne va pas s'arrêter sur la prothèse. Il va la regarder, il va partir. Nous, en France, c'est tout de suite, on est stupéfait par le changement et la différence. Et c'est à notre faute, à nous, les adultes. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps d'expliquer à nos enfants. Moi, tout le temps, je me rencontre dans la rue, les parents, ils sont tout de suite rouges en disant chut, 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 excusez-le, excusez-le. Non, il n'y a pas à l'excuser. C'est justement ce qui est beau avec les enfants, c'est qu'eux, au moins, ils essaient, ils veulent comprendre. Et limite, ils ne font pas de différence. Moi, la plupart des enfants, à la rigueur, en repartant, c'est toujours rigolo, c'est que, oh, la chance, il a une jambe de robot. Vous voyez? Pour eux, même limite, c'est une chance. J'ai mon garçon, moi, qui a 5 ans. En équipe de France de triathlon, on a une jeune femme qui est double amputée tibiale. Donc c'est quand même un handicap assez lourd. Quand il l'a vue l'année dernière, il lui a dit « Oh, la chance, t'as 2 prothèses, toi !» Donc vous voyez en fait cette notion. Alors moi, forcément, mes enfants, ils sont confrontés au quotidien. Pour eux, clairement, je ne suis pas handicapé. Et je leur dis que grosso modo, voilà, papa, il est différent.
la notion de handicap, aujourd'hui, moi je le prends un petit peu avec les compagnons de chez Bouygues, quand je fais une petite sensibilisation. Grosso modo, alors j'essaye de mettre des mots sur des situations et je leur dis, mais le handicap, c'est quoi? Par exemple, dans la salle ici, il y a beaucoup de valides et je prends souvent l'exemple de dire, mais le handicap, c'est quoi? Alors, avec quelqu'un avec 2 jambes de bras qui souffre de ce qu'on appelle le vertige. Il n'est pas capable de se mettre debout sur une chaise. Pour moi, personnellement, c'est un handicap. Alors que moi, personnellement, avec une jambe en moins, je peux être capable de monter à une échelle, je n'ai pas le vertige. Donc cette notion de handicap, grosso modo, vous voyez, elle peut être jugée un peu de la façon comme on le veut, en fait. Donc voilà, donc moi, j'essaye de vraiment bouger ces a priori. Et puis voilà. Ah, Philippe, il est formidable, Alexis, mais il ne faut pas s'arrêter aux êtres exceptionnels comme lui. Il faut se dire que pour que l'inclusion au niveau sociétal soit réussie, on doit s'intéresser aussi à des gens qui ne sont pas double champions du monde, qui n'ont pas la chance de pouvoir se promener en short avec une prothèse sans éprouver de gêne. Non, il y a des gens pour qui, oui, il faut passer le cap, quoi. Oui, tout à fait. Mais je pense que, par contre, il souligne quelque chose de très important, c'est que on a une société, effectivement, qui est organisée avec des créneaux séparés, comme vous le disiez tout à l'heure. En fait, la différence... on va prendre toujours, c'est un exemple aussi dans le champ du handicap moteur, mais la différence justement entre intégration et inclusion, c'est que par exemple, c'est la différence entre un bus aménagé qui fait le ramassage des personnes en situation de handicap et qui les conduit sur leur lieu de travail, et puis la place aménagée dans le tram. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose à la fois pour la personne qui, en fauteuil, prend le tram avec tout le monde. Son expérience de vie et de transport n'est pas la même. Et ce n'est pas la même chose pour les gens qui partagent avec cette personne ce moyen de transport. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on partage, mais ce que vous évoquiez pour le sport, c'est la même chose, à partir du moment où on partage des expériences, c'est quelque chose qui fait tomber un certain nombre d'a priori ou de méfiance, de peur. On ne peut pas reprocher aux gens, d'être méfiants ou de réagir comme ça avec les enfants. Mais effectivement, il faut, en disant oui, surtout fais attention. Non, les enfants, ils n'ont pas cette prévention. Ils n'ont pas cette prévention. Quand je me souviens avoir fait une enquête auprès d'écoles maternelles, justement, ici en Seine-Maritime, où des jeunes enfants autistes qui étaient en inclusion dans des classes maternelles. Et par le biais de photos et quand on faisait parler les autres enfants sur leurs relations, les enfants disaient « Ah bah oui, un tel, Arnaud, oui, effectivement ». Une petite fille qui disait « Ah bah moi, je me marierais bien avec lui, mais bon, c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup, mais bon. » Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça. Je crois vraiment la clé, c'est partager des expériences et faire que les collectifs puissent être accueillants et accessibles. Voilà. Je crois avoir lu, puisque vous parliez de l'Angleterre, dans Le Monde, que l'intégration, l'inclusion professionnelle, ça fonctionnait mieux en Angleterre que chez nous. Pourtant, la Grande-Bretagne n'est pas en général... Enfin, nous, on est plus dans le social et eux, un peu plus dans le libéralisme. En tout cas, vu d'ici, c'est un peu ce qu'on peut éprouver. Ils ne sont pas très loin, de l'autre côté de la Manche. Et pourtant, ça marche. C'est donc pas uniquement une question d'investissement, même si l'investissement est important. Non, puis même, c'est pas pour prendre le modèle anglais, parce qu'au niveau économique, il y a d'énormes problèmes, mais la tradition effectivement anglo-saxonne, si vous allumez la télévision, vous regardez un spectacle, les personnes en situation de handicap sont visibles. Il n'y a pas d'émission où on ne voit pas une personne en France, ça n'existe pas, sauf des choses dédiées. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus adapté. Je pense, tout est pensé aussi en termes d'ergonomie pour être accessible. Alors vous parliez de l'autobus, de l'autocar, la différence entre l'autobus spécialisé et puis celui où il y a une place prévue. La mode, c'est un peu pareil, Romain.
Aujourd'hui, on peut trouver des vêtements pour personnes handicapées, en situation de handicap ou en perte d'autonomie pour les plus âgés, des pantalons, des chemises qu'on peut enfiler. Et puis, on trouve des vêtements pour les valides. Vous, votre idée, avec d'autres, hein, c'est vous qui générez cette dynamique, c'est de se dire, on va faire le même vêtement pour les petits, les grands, les gros, ceux qui sont en fauteuil, ceux qui ont une prothèse de jambe et j'en passe. C'est ça votre idée ? Tout à fait. D'ailleurs, cette année, il s'est passé un truc exceptionnel, c'est qu'on a réussi à adapter la technologie numérique pour pouvoir créer un vêtement sur mesure au millimètre près pour une personne valide. On a besoin maintenant de fonds, justement, on parlait justement d'accepter la différence tout en étant aussi handicapé moteur. Et moi, je me bats aussi pour ces personnes qui sont vraiment pour moi des héros de la vie de tous les jours. Et je pense qu'il faut se mettre à leur portée avec des technologies innovantes qui leur permettront justement d'avoir accessibilité à la mode, aussi bien que pour une personne valide, tout simplement. Et on a créé justement un site qui s'appelle PMSD, pour une mode sans différence, où on essaye de recenser des dons justement pour justement aider les personnes en situation de handicap moteur à pouvoir justement se vêtir comme n'importe quelle personne dans le monde, avec justement des étoffes vraiment très soyeuses, très belles. Et parce que voilà, moi j'ai toujours voulu justement avoir cette sensibilité artistique avec les personnes valides et les personnes justement en situation de handicap. Et cela depuis toujours. Et d'ailleurs, quand j'ai appris en fait tout simplement que j'allais faire une marque avec valide et handicap, tout le système marketing derrière moi était vraiment mort de rire. Mais moi, parce qu'ils ne voulaient absolument pas en fait faire qu'on mélange les deux. Qu'on mélange les deux. Et en fait, c'est là où on se voit qu'en France, on a un peu de retard. Après tout, parce que on se rend compte que la différence n'est pas une fatalité, c'est plutôt un plus. Et par exemple, les gens du marketing, voilà, et je suis allé à l'encontre de leur volonté en disant mais ça n'a pas de sens. On est dans un milieu inclusif, on va pas se mettre à faire des différences, quoi. Ça n'a pas de sens. Alors avec cette association que vous avez lancée pour une mode sans différence, vous réfléchissez, alors on ne va pas tout raconter là parce qu'il y a peut-être des brevets un jour qui seront déposés, mais le numérique, ça offre des perspectives. Hein. Oui, diverses et variées. Et ça permet en plus, d'ailleurs dans ce système qu'on est en train de mettre en place, ça permet justement de livrer le vêtement dans un temps record, chose que toutes les grandes enseignes jusqu'à présent n'arrivent pas en fait. Et on a besoin justement de soutien, de financement pour justement faire en sorte que l'algorithme puisse fonctionner face à des personnes en situation de handicap. Parce qu'on est assez à d'y arriver, et oui, ça c'est beaucoup d'argent. Bon, ben, si on peut vous aider, hein. Pour une mode sans différence dans un moteur de recherche, et j'imagine qu'on arrivera directement jusqu'à vous, passez le message. Alexis, vous aussi, vous êtes investi dans une association. On aura l'occasion d'en parler avec vous, Chantal. C'est bien d'avoir des créneaux dédiés, non, mais c'est mieux d'avoir des créneaux où tout le monde fait du sport ensemble, ça oui. Après, faut-il encore avoir le matériel ? Parce que pour faire du sport et être champion, ça, on peut trouver le matériel et les financements. Mais pour faire du sport loisir, c'est une autre histoire. Bah, en fait, oui, effectivement... Une fois qu'on se remet d'un accident, ce qui n'est pas toujours facile, ça demande du temps. Encore une fois, mon état d'esprit, je l'ai construit au fur et à mesure. Je n'ai pas toujours été non plus dans la peau d'un champion. Mais effectivement, en fait, quand j'ai commencé à vouloir réaliser des prothèses pour faire du sport, donc tout de suite, je me suis lancé le défi du triathlon. C'est sûr que j'étais un petit peu maso dès le départ, mais j'ai fait réaliser ces devis tout en pensant que, voilà, victime d'un accident de travail, ça ne poserait pas spécialement de problème. Sauf que toute prothèse de sport, du coup, n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Ce sont des prothèses dites de loisirs. Donc voilà, vous avez celle que j'ai aujourd'hui, c'est une prothèse remboursée par la Sécu. J'ai une deuxième prothèse en cas de problème, c'est ma roue de secours, entre guillemets. Et par contre, voilà, la lame pour courir comme Pistorius, ça, il faut la financer. Donc qu'on comprenne bien, moi j'étais pendant les vacances avec un jeune journaliste que je connaissais pas, on faisait de la randonnée à la montagne, mais il venait pas nous accompagner pour les grandes randonnées, il faisait juste les petites marches avec nous, jeune père de famille, une trentaine d'années, et il me disait, bah oui, parce que pour aller faire un footing c'est 20 000 €, et vous me confirmez, c'est le prix d'une voiture ?
Alors en fait, ça dépend réellement de la prothèse qu'on veut réaliser. Moi, grosso modo, j'avais 3 prothèses pour la pratique du triathlon. J'en avais une pour la course à pied, une pour le vélo et une pour accéder au bassin et tout ça. Ces 3 prothèses me revenaient à un budget de 18 000 euros. Donc voilà, c'est à peu près entre 6 et 8 000 euros réellement une prothèse aujourd'hui. Moi, étant père de famille à l'époque et surtout en demandeur d'emploi, il était inconcevable de faire un crédit pour m'acheter des prothèses, quoi. Donc du coup, effectivement, j'ai créé une association par l'aide d'amis que j'ai prénommée le Sport du Bon Pied. Donc vous voyez déjà ce petit jeu de mots avec ce qui m'était arrivé. Et du coup, voilà, j'ai été un peu à la récolte de fonds de droite et de gauche. Et effectivement, j'ai commencé à m'acheter ma première prothèse. J'ai commencé à m'entraîner avec cette prothèse. J'ai commencé à acheter la deuxième prothèse. Et aujourd'hui, voilà, c'est énorme parce que ce que je vis aujourd'hui, c'est vraiment un rêve. J'avais promis à toutes les personnes qui m'aidaient que ces prothèses, j'en avais réellement besoin et qu'elles n'allaient pas traîner dans un placard à prendre la poussière. Et je pense que ces personnes, aujourd'hui, j'ai en tout cas le bonheur de leur prouver que je les remercie de m'avoir fait confiance parce que c'est vraiment des prothèses qui m'ont servi, quoi. Alors, si je comprends bien, ça tombe sous le sens. C'est la bienveillance de votre entourage qui vous a permis de démarrer, pas de la société ou de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre association, vous avez trouvé des moyens? Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui viennent vous voir et adhèrent à votre association? Alors, en fait, pour être franc, mon association aujourd'hui, elle est un peu en stand-by parce que par ma vie professionnelle et surtout ma vie sportive, j'ai vraiment peu de temps à y consacrer. En fait, je suis vraiment parti très souvent de la maison. Cette association, voilà, j'y ai mis beaucoup d'énergie dans les 2 premières années, le temps justement de pouvoir financer mes prothèses. Ce que je peux conseiller aux gens qui justement voudraient y penser, c'est qu'il ne faut pas hésiter à y croire, parce que la preuve, c'est que moi, j'y ai cru et ça a marché. Effectivement, il y a eu beaucoup de bienveillance autour de moi. J'ai la chance d'avoir une femme qui me suit et Dieu sait que je ne suis pas facile forcément toujours à vivre, mais voilà, c'est une réussite vraiment personnelle. Je pense réellement que la vie, elle est faite de rencontres et que du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Chantal, de rencontrer Marie-Ondine. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont contribué aussi à la personne que je suis aujourd'hui. Moi, juste pour le dire, c'est que cet accident aujourd'hui, alors ma femme ne serait pas forcément contente que je le dise, mais elle m'a réellement changé en fait. Elle m'a ouvert les yeux et l'esprit sur tout, en fait, sur la société aujourd'hui. Et en fait, je suis presque fier de la personne que je suis devenu aujourd'hui parce qu'en fait, prendre la parole comme ça, comme je le fais ce matin, à l'époque, je l'aurais certainement jamais fait parce que je pense que j'en aurais pas été capable. Alors qu'au final, la preuve, c'est que je le fais aujourd'hui. Donc voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et je me considère chanceux malgré, encore une fois, ça n'a pas été rose tous les jours, mais chanceux d'avoir un handicap qui aujourd'hui paraît léger. Alors lourd pour certains, mais je peux vous assurer qu'une jambe en moins, au final, quand on est bien appareillé, ça reste quelque chose de pas difficile, entre guillemets. Donc voilà, moi je crois que la vie a pleine dents. Je peux vous assurer que j'ai les crocs et j'espère que ça va continuer, quoi. Chantal, pour ce sport, donc je le dis, hein, ce sport de loisir, comment peut-on faire pour plus d'inclusion? Je vais juste rebondir sur ce que dit Alexis, oui. Alexis là tout de suite. Parce que quand je l'ai rencontré, c'était au CRJS de Yerville. Quand je l'ai vu arriver, il était en short, je confirme. Et quand il est parti, je me suis dit, waouh, ce garçon, il est venu me voir pour des problématiques de sportifs en situation de handicap, mais il n'a aucun handicap, ce garçon. Il a une telle joie de vivre, une telle niaque, une telle volonté que quelque part, si aujourd'hui il a réussi, c'est aussi pour ça. C'est pour ça que globalement, quand on est en situation de handicap, ne jamais baisser les bras, parce qu'on est là aussi en réseau pour accompagner quelles que soient les personnes et quels que soient les problèmes. Donc il faudra qu'on en reparle pour le tennis de table au Havre, entre parenthèses. Alors, mais on ne peut pas demander, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas demander à tout le monde, à toutes les personnes en situation de handicap, d'être comme Alexis, même si là, je le rencontre pour la première fois, j'ai envie de passer une soirée avec lui pour qu'on discute de tout ça, vous voyez, mais on ne peut pas demander à tout le monde. Et puis, c'est pas... Il y a le sport de haut niveau, puis il y a le sport, l'activité physique pour tous les jours, et c'est un petit peu le sens de nos missions à nous, c'est le sport pour tous et pour toutes. La performance, aujourd'hui, Alexis est champion du monde, champion d'Europe, forcément, il a des partenaires. La galère, c'était avant. Hein. Maintenant, je ne veux pas dire que tu en as plus, mais c'est plus facile. La problématique, c'est quand on est une personne et que l'on a envie de pratiquer. Alors, la société est ainsi faite. On aide le monde associatif pour mettre en place des actions
pour les personnes en situation de handicap, on accompagne l'association pour acheter du matériel pédagogique spécifique pour les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. Mais la personne lambda qui vient et qui demande, voilà, je voudrais faire telle ou telle pratique, y compris comme l'a fait Alexis à l'époque, on n'a pas, dans nos prérogatives services de l'État, de moyens pour le faire à la personne, parce que le matériel, c'est l'association qui en est propriétaire. Alors, prenons l'exemple plus simple, les fauteuils. Un club sportif peut être accompagné par l'État, par le département 76, par d'autres départements de la Normandie pour acheter des fauteuils, propriété du club sportif. Mais quand on est une personne en situation de handicap qui a la volonté de faire, par exemple, du foot fauteuil électrique, c'est 12 ou 13 000 euros le fauteuil de foot électrique. Moralité, c'est complexe, et pour accompagner l'association, et pour accompagner la personne qui a le besoin de ce matériel, parce que ça doit être des fauteuils très spécifiques, adaptés à la personne. Ce n'est pas forcément interchangeable. Ce n'est pas du matériel qu'on peut forcément prêter. Donc c'est complexe. Et moi, je me dis qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrive à se... J'ai essayé, je me suis dit, il faut peut-être que je voie avec des sociétés, des boîtes qui fabriquent pour essayer de rendre moins cher un outil. Il faut trouver des solutions. Je prends l'exemple de matériel. Il y a 5 ans, Florian Mérien, notre champion paralympique, lui aussi en tennis de table, un autre joueur de tennis de table du Havre, Brozek, qui se retrouvait avec un fauteuil de compétition cassé, d'une valeur de 6 000 à 7 000 euros. On a fait le tour pour trouver des partenaires en Seine-Maritime en capacité de financer un fauteuil qui n'est pas le fauteuil lambda pour aller d'ici à là, mais un fauteuil compétition. MDPH, ce n'est pas son créneau par rapport à la situation. Partenariat privé, mouvement sportif, c'était à la personne. Ce garçon a dû quitter notre région pour aller dans une autre, parce que dans l'autre région, il y avait des moyens qui étaient accordés au sportif lui-même pour pouvoir accéder. Aujourd'hui, il est parti. Florian est toujours là. Aujourd'hui, Florian est l'ambassadeur du sport en Seine-Maritime. Et je rebondis aussi sur cette mission-là. C'est aller dans les collèges, expliquer aux jeunes collégiens du département c'est quoi le handicap, c'est montrer les différences. Et c'est ça, faire changer le regard des jeunes, de la même façon comme on fait les découvertes dans les écoles pour que les enfants puissent découvrir qu'est-ce que c'est qu'un handicap quand il enlève sa prothèse. Voilà la réalité. C'est cette génération qui, demain, modifiera le comportement des uns et des autres et nous permettra peut-être d'envisager une vie sans différence. Il nous faut encore un peu de temps, je crois, mais par contre, il faut qu'on soit autour de la table pour travailler ensemble. Alors, c'est comme au travail. Parfois, dans le sport, il n'y a pas besoin d'un matériel particulier. Je ne sais pas, Romain, si vous faites du sport, mais en Seine-Maritime, pour... l'autisme, il y a un véritable accueil. Oui, on a tout à fait. un ami commun, moi, auditeur de France Bleu et avec qui vous travaillez, qui, lui, s'intéresse au handball pour les gens autistes. On a eu une volonté de mettre en place. Il n'y a pas besoin de matériel, là, pour le coup. C'est du matériel adapté, en fait. Mais il y a surtout besoin d'un état d'esprit particulier, d'une psychologie particulière. Déjà, il faut avoir particulière. envie. Il faut que le mouvement sportif considère, en France, qu'on peut être sur l'axe compétitif, mais aussi sur l'axe sport pour tous. Et dans l'axe sport pour tous, il y a l'ouverture pour des personnes en situation de handicap, des publics atteints de troubles du spectre de l'autisme, mais des publics en grande précarité, en fait des publics qui peuvent avoir des différences. Dans le cas de l'autisme, en Seine-Maritime, si on prend le territoire où nous nous trouvons, nous avons une dizaine de clubs, la première année, qui a été labellisé sport et autisme. Pourquoi ? Et on en a dans la salle avec la SPTT, parce qu'il y avait un accueil bienveillant avec des personnes diplômées d'État formées par le Centre de ressources autisme et la commission départementale pour permettre sur 10 heures de bénéficier de la capacité pour un éducateur ou une éducatrice sportive du territoire d'identifier un jeune ou une jeune qui est autiste. Parce que tout à l'heure, on évoquait qu'est-ce qu'un Asperger ? Il n'y a pas de déficience mentale. Donc, pour le coup, il y a une différence, mais elle ne se voit pas forcément. Et un éducateur qui ne sait pas pourrait se dire, celui-là, c'est une catastrophe. Ne pas être en capacité de repérer la différence. Et dès lors qu'on forme les éducateurs et éducatrices du champ du sport, de la culture, sur le champ de l'école, les professeurs des écoles, l'ensemble du public qui a affaire avec des publics qui peuvent être différents, à partir de là, on aura une bonne approche de ce public et on pourra, en prenant du matériel adapté, si on parle de l'autisme,
du matériel comme vous feriez de la petite enfance pour d'autres, du matériel spécifique en fonction des particularités de la pratique. Et à partir de là, on peut accueillir 160 clubs labellisés en Seine-Maritime pour accueillir des personnes en situation de handicap. Il y a 2300 à 2400 clubs en Seine-Maritime. Ça veut dire que la route est longue pour rendre accessible, je dis bien accessible, l'offre de pratique à tous les publics. Et quand on offrira à ces publics, quelles que soient leurs différences, de pouvoir accéder à la pratique, c'est aussi rentrer dans un club sportif, devenir dirigeant, rentrer dans un conseil d'administration, faire en sorte que la personne, avec ses différences, elle puisse être comme n'importe quelle personne de la société. C'est un vrai challenge, c'est très complexe parce qu'il faut être tous ensemble avec une vraie volonté. Vous savez, aujourd'hui, on a 2 fédérations. Fédération française du sport adapté lorsqu'il y a une déficience mentale ou psychique. Fédération française handisport. Moi, je dis, on a des clubs valides, des fédérations valides. À quand demain le sport pour tous et pour toutes, quelles que soient les différences, sur le champ des fédérations valides? Le fait qu'on dissocie déjà et qu'on mette des compartiments par rapport à un handicap entraîne forcément des particularités. Il faut traiter les différences de la même façon, avec le public valide de la même façon. Et c'est ce que font les clubs sportifs ici. Romain, on n'en a pas parlé avant, mais on parlait du sport. Et vous avez été, vous êtes sportif, vous avez essayé. Non, pas visiblement, non. Plus artiste que sportif. Hein. Bah, il va falloir enlever ma chemise pour voir ça alors. Clairement, oui, je suis un bon sportif, mais bon, là, j'ai pas le temps en fait. Je suis trop dans mes papiers, mes crayons. Au moment de l'école, de tout ça, est-ce que vous vous sentiez inclus justement dans l'activité sportive? Bah alors oui, totalement en fait. J'ai eu la chance de rencontrer des professeurs de sport qui, jusqu'à présent, pour moi, étaient très bienveillant face au handicap. D'ailleurs, il ne faisait aucune différence. Il se mettait à la portée de toute personne, même ceux qui avaient de la tachycardie ou des problèmes respiratoires. Moi, j'ai eu de la chance sur mon parcours. Mais après, c'est vrai que ça ne m'aurait pas déplu de continuer le sport avec une association de personnes avec autisme à une seule condition, que les personnes valides soient aussi incluses dedans. Enfin, les personnes neurotypiques. Je sais pas si... Ouais, ce serait bien. Je pense que c'est l'objectif. Oh, alors je signe tout de suite alors. Donc ce serait une bonne chose justement qu'on démocratise ça, et c'est une très très bonne chose justement de faire évoluer les mentalités. Avant de parler de l'inclusion dans le travail, Philippe Mazeron, on parle beaucoup de l'école, on parle beaucoup du sport. Ces 2 clés là, est-ce qu'il y en a d'autres selon vous? Est-ce que ça c'est déjà primordial? Oui, bah évidemment, je pense, au niveau de l'école, c'est tout à fait fondamental. L'idée, on parlait de sport, c'est souvent dans l'inclusion scolaire, on raisonne en termes de, ah bah oui, par exemple, les élèves avec des difficultés d'apprentissage, bon, ils vont être plus facilement inclus dans des activités justement sportives ou artistiques ou des choses de cet ordre-là. Et là, je pense que c'est peut-être un peu une erreur. Enfin, une erreur de raisonner uniquement de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas limiter. Hein. D'abord, on ne peut pas connaître, c'est ça, ce que nous apprennent les parcours, c'est qu'on ne peut jamais connaître a priori les limites de quelqu'un. Hein. Y compris vous imaginiez pas tel que vous êtes aujourd'hui. Hein. Donc, et si vous êtes ce que vous avez bien souligné, c'est que si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est aussi par le biais de rencontres. Hein. Donc, l'idée c'est ça, c'est de dire, de ne pas fixer des limites a priori en disant bon ben, on inclut, ça nécessite de construire des dispositifs qui sont comme disent les Anglais, design for all. C'est-à-dire il faut que ce soit fait pour tous. Après, bien sûr, ça fait comment? Et donc, ça fait évoluer. Et donc, je dirais, pas de barrière a priori. C'est en ça que l'inclusion, ça reste un horizon, un objectif à atteindre, et que, évidemment, il ne faut pas perdre de vue cet objectif-là, mais il faut aménager ce que je dirais des situations de transition de la situation actuelle
vers cette nouvelle. Donc il faut être, je dirais, assez intransigeant sur ce qu'est l'inclusion en tant que principe, et il faut être relativement pragmatique pour aménager des situations qui puissent permettre d'aller de l'avant dans le pour tous. Et ça, aussi bien alors au niveau scolaire, dans l'adaptation des programmes, des modalités d'examen, de toute une série de choses qui font que on puisse avoir un niveau de participation, voilà le terme, un niveau de participation égal dans une salle de classe, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des différences, des niveaux d'acquisition différenciés, éventuellement, bien sûr, mais au sein d'un même milieu. Voilà. C'est de faire que les milieux spécialisés ordinaires ne soient plus des milieux disjoints. Voilà. Mais comme dirait un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler, que j'aime bien, il dit ce soit des milieux associés, voilà, et non pas dissociés. Ça, c'est ça la logique, en fait, inclusive. Donc pour essayer de faire avancer les choses également au travail, on fait pareil, c'est-à-dire qu'à la fois on fait du sport ensemble, on est à l'école ensemble, en milieu ordinaire au maximum en tout cas, et au travail j'ai vu et j'ai lu dans Le Monde qu'il y avait à l'étranger d'autres expériences où par exemple on faisait des passerelles entre les AT pour parler simplement, et puis l'atelier de l'usine avec des petits groupes qui petit à petit étaient d'abord intégrés avant d'être inclus. Oui, bien sûr. Alors, elles sont moins nombreuses, les expériences d'inclusion de ce type-là dans le travail, mais il y a des dispositifs qui sont tout à fait... Enfin, je dirais qu'il faudrait que ce soit dans les deux sens. Moi, je connais par exemple des ESAT avec énormément de personnel, de travailleurs en situation de handicap, dans lequel je proposerais volontiers à tous les managers d'entreprise d'aller faire des stages dans cet ESAT pour voir ce que ça veut dire que un management bienveillant, ce que ça veut dire que d'inclure de la formation, de la flexibilité du temps de travail, sont des organisations de travail presque modernes. Donc ça pourrait fonctionner dans les deux sens. Et le problème, c'est que il faut pouvoir donner l'envie en fait de quitter l'environnement spécialisé. Et je pense que vraiment pour ce que sont les personnes qui se mobilisent pour rejoindre le milieu ordinaire, et pour ça je crois que vraiment la pierre de touche, c'est la question de la reconnaissance. Moi, je travaille beaucoup avec ces dispositifs de reconnaissance des compétences. À partir du moment où les personnes sont reconnues dans leurs compétences, ça leur donne de l'appétence pour rejoindre le milieu ordinaire. C'est-à-dire, bah oui, dans mon milieu spécialisé, on me reconnaît, mais on me reconnaît comme ayant des compétences de droit commun, comme étant capable de valider un diplôme. Donc, je peux prétendre, en fait, c'est ça, entre guillemets, je peux m'autoriser à penser que je vais pouvoir rejoindre le milieu ordinaire. Et de la même manière, les entreprises, enfin, je pense que des stages dans les deux sens seraient tout à fait producteurs, je crois, d'initiatives en termes de travail. Parce que nos dispositifs sont encore très... Ils ne sont pas toujours incitatifs. Voilà, on va dire. Ils ne sont pas toujours incitatifs. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Je pensais en vous écoutant, hier je déjeunais avec des gens de Pôle emploi avec qui je travaille au quotidien pour présenter sur France Bleu des emplois à nos auditeurs qui sont à la recherche d'un poste. Et de plus en plus, on ne regarde plus les diplômes, mais on fait passer un test, on convoque les gens dans une grande salle et puis on vérifie s'ils ont les compétences, ou en tout cas la tournure d'esprit. On se dit, tiens, lui, il sera capable d'eux, et puis après, on va le former. Est-ce que ça va dans le bon sens, à votre avis, pour une meilleure intégration, une meilleure inclusion? Ça dépend dans quel objectif c'est pratiqué. Mais c'est vrai qu'il faut effectivement travailler sur
les compétences en acte, hein, réellement acquises, parce que c'est souvent ce déficit de reconnaissance de compétences en acte chez les travailleurs en situation de handicap qui les freine dans leur demande. Hein. Bon. Et j'avais suivi aussi une petite expérience en ex-Basse-Normandie, justement, de travail conjoint entre les dispositifs Cap Emploi et Pôle Emploi, où il y avait des méthodologies d'accueil et de proposition d'offres d'emploi qui s'étaient harmonisées. Et les professionnels, aussi bien de Cap Emploi que de Pôle Emploi, ont bien vu qu'ils avaient des choses à s'apprendre mutuellement, hein, notamment dans ce regard sur les compétences. Donc là aussi, hein, tout ce qui permet d'associer ces milieux-là, ça peut être moteur pour reconnaître les compétences chez les personnes. Il faut échanger, hein, il faut des passerelles. Est-ce que vous avez une question ou un point de vue à nous apporter, à exprimer? Oui, formidable. On va commencer par vous. Nous avons un micro. On vous le confie. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais vous le dire. Il y a un public ici réceptif, donc je vais pouvoir le dire. Il y a 1 an, j'ai été diagnostiquée autiste Asperger, donc j'ai 39 ans. C'était à la fois une libération, à la fois un choc. Alors, je suis arrivée dans la famille et j'ai dit ça y est, je sais ce que j'ai, je sais quelle différence j'ai. J'ai trouvé effectivement des réponses à mes particularités et je suis autiste Asperger. Et en fait, j'ai pas du tout eu les réactions dans mon entourage que j'attendais. Et aujourd'hui, le combat, il est assez difficile pour arriver à vivre tel que je suis, exploiter mes capacités créatives comme je le souhaiterais, en faire une force en fait dans ma vie. Donc c'est tout un parcours, mais ça donne effectivement beaucoup de force. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand je voyage, donc j'ai la chance de voyager grâce à mon mari, parce qu'un autiste a du mal à sortir de son quotidien. Donc mon mari me fait voyager un petit peu et je découvre d'autres cultures. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, en France, on intellectualise tout. On réfléchit beaucoup, mais que finalement, moi, je suis beaucoup en contact avec les enfants. C'est des publics avec lesquels je suis très, très à l'aise. Il y a une forme de pureté. Et moi, ça me convient bien parce que finalement, les enfants sont dans les actions, dans les émotions, et ils ne réfléchissent pas. Moi, ma fille, un jour, elle a vu un docteur noir l'ausculter et elle a tourné sa main dans tous les sens. Elle a dit « Oh, tu es marron !» alors que nous, on est beige. Et moi, je pense que, si on prenait d'abord l'exemple des enfants, ça nous aiderait énormément en tant qu'adultes à savoir réagir et agir correctement. Si une personne est en situation de handicap moteur, qui est en difficulté pour monter une marche avec son fauteuil, c'est tout simple, en fait. On n'a pas besoin de faire 50 000 aménagements qui coûteront des millions d'euros ou fermer un établissement, il suffit de le porter. Voilà, je pense qu'il y a des choses très très simples à faire. Il faut développer l'empathie, choses qui se perdent à force justement de réfléchir trop. On en perd la simplicité émotionnelle, quoi. Donc voilà. Merci. Et moi, je crée mon entreprise, j'essaie de la lancer et c'est justement quelque chose d'assez compliqué parce que faut-il parler de l'autisme Asperger parce que c'est quelque chose d'invisible ou faut-il justement le taire parce que une amie m'a dit récemment t'as lancé une campagne de financement participatif mais t'as dit que t'étais autiste Asperger mais tu penses qu'on va soutenir quelqu'un de malade? Bon, donc voilà, je me suis dit cette amie, je vais l'avoir un petit peu moins. On va continuer quand même à y réfléchir et je vous garantis qu'à 11h30, on va s'arrêter pour retourner dans le monde et pour faire passer des messages et surtout pour agir. Quelle est l'activité dans laquelle vous vous lancez ? Alors moi, je suis designer produit, donc j'ai eu la chance d'avoir une éducation artistique, donc d'aller au conservatoire de musique aux Beaux-Arts depuis l'âge de 5 ans. Donc je dessine plus facilement que je ne parle, et bien qu'on apprend en fait dans la société à faire tous ces efforts. Donc moi, je suis designer et j'ai lancé des lampes. Alors j'ai déposé un brevet, des lampes qui se montent en kit sans aucun outil, parce que je n'aime pas lire les notices. Et l'idée, c'est de mettre en lumière le patrimoine de nos régions. Voilà. Bravo.
Mais vous avez raison sur les enfants, je crois. J'en parlais avec Romain. J'ai un ami, on va en parler. J'ai des amis aussi qui ont un enfant Asperger, mais lui, diagnostiqué vers 4-5 ans. Et quand mes enfants l'ont rencontré, j'ai rien dit. Et puis au bout de quelques mois, quand même, ils m'ont dit, il est timide. Je dis, ouais, il est timide. Ouais, il est timide. Puis on a fait ça pendant 2 ans. Puis à un moment donné, ils grandissaient, ils ont bien compris qu'il y avait un truc un peu différent de la timidité. Mais finalement, c'était pas si éloigné que ça de la timidité, donc c'est passé tout seul. L'important, je leur ai pas dit avant. Vous allez rencontrer un petit garçon, mais il est différent, quoi. Voilà. Non, on les laisse découvrir. Moi, j'ai ma fille qui m'a ouvert les yeux un petit peu. Enfin, on apprend à se connaître au travers de nos enfants aussi. Et un jour, ma fille a dit à quelqu'un, oh, devant votre stand, ma mère va s'émerveiller puisqu'elle s'émerveille de toute façon de tout. Et je me suis dit, bon là, va falloir vraiment que j'aille voir un spécialiste parce que je dois avoir vraiment une différence. Merci beaucoup. Romain, vous avez connu, vous, comme cela, ce regard, ces difficultés J'en rigole, mais il n'y a pas de doute, c'est vraiment le spectre autistique, on est en plein dedans. Mais non, c'est vrai qu'en plus, les femmes, dites en général, sont diagnostiquées plus tard que les personnes dites à sexe masculin. Parce que voilà, elles savent mieux le cacher, ça passe mieux. Je sais pas comment vous faites, vous avez un genre de transparence, on ne sait pas comment vous diagnostiquer tout de suite. Mais oui, c'est vrai que moi aussi, je ne lis pas les notices. Moi aussi, je préfère plus être derrière mes papiers, mes crayons que de parler en règle générale. Même si je le fais bien dans la vie de tous les jours, mais bon, je suis mieux derrière mes papiers, mes crayons, voilà. Donc c'est assez marrant d'ailleurs. On a tous un peu le même ressenti. Oui, il n'y a pas de doute. Vous êtes bien dans le spectre autistique. Et autant, puisqu'on parle d'inclusion professionnelle, autant là, pour vous, c'est pas forcément facile de communiquer. Autant vous, comme vous avez commencé plus jeune, ça s'est presque imposé à vous ? En fait, moi j'ai la chance d'avoir été dans un microcosme qui est ma famille. Et depuis toujours, j'ai toujours été très verbal. Et j'ai toujours échangé en vérité avec mes parents. Je n'ai rien caché depuis ma naissance. J'ai dit exactement tout ce dont j'avais besoin. Bien sûr, je raconte un peu ma vie, mais quand j'étais en psychomotricité, quand j'allais faire de la pâte à modeler dans un centre pour essayer de développer mes émotions, ça ne sert à rien au final. Parce que ce qu'il faut, c'est une vraie approche au niveau de l'autisme, bien connaître ce que c'est, être entouré d'une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir vous apprendre les émotions, à pouvoir communiquer avec les personnes dites classiques, neurotypiques, je dirais même. Donc c'est tout un apprentissage qui m'a été donné en interne avec ma famille, et j'en ai pris justement le plein pouvoir pour justement en tirer le meilleur, parce que c'est vrai, ma famille m'a pas fait de cadeau. J'ai un père et une mère qui reflètent exactement le monde extérieur, comment les gens pourraient réagir. Après, moi, j'ai jamais été violent ni quoi que ce soit. Il n'y a aucun trouble dangereux dans l'autisme, mais il faut tout apprendre. C'est comme si on arrivait dans un pays étranger et il faut apprendre la langue par cœur. Et c'est ça tous les jours en fait. Et on a parfois des situations où c'est pas facile, surtout quand on est aussi dyscalculique, savoir compter la monnaie pour pouvoir redonner justement le juste prix à la caissière. Enfin, c'est tout un apprentissage en fait à faire. Toute la vie est un apprentissage, voilà. Ça prend du temps. Bon, c'est formidable avec votre association, le site internet, il y a la carte bleue, donc il n'y a pas de monnaie à rendre, donc c'est génial. J'ai vu un autre bras se lever, je crois. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Voilà, je suis Pierre Blu, je suis délégué territorial d'une association de retraités qui s'appelle Agir ABCD. Et donc, on agit sur l'ensemble de la France et particulièrement là, sur la Seine-Maritime. Par rapport à l'inclusion, j'ai une première question qui m'est venue parce qu'on a parlé beaucoup de sport, on a parlé de handicap, mais moi, ma question est de savoir si l'illettrisme et l'électronisme est un handicap. Ça, c'est ma première question qui me paraît évident parce que être inclus dans le travail, inclus dans la société,
ces deux aspects-là me paraissent importants pour que les gens vivent vraiment et ne cachent pas par des méthodes plus ou moins cachées pour être vraiment en activité et être monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Voilà. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, par rapport à l'inclusion au travail, on a eu la chance, au niveau de notre association, de faire ce qu'on appelle un marketon de l'emploi. Marketon de l'emploi, qu'est-ce que c'est? C'est aller rechercher l'emploi caché auprès des entreprises qui ne publient pas leurs offres. Et dans ce cadre-là, nous avons travaillé avec Pôle emploi, Cap emploi et Mission locale pour qu'en groupe à 3, c'est-à-dire un senior, un handicapé et un jeune, puissent aller frapper à l'entreprise pour aller chercher justement cet emploi caché. Et je pense que dans le cadre de cette inclusion, on a vu que les gens de Cap emploi se trouvaient très à l'aise, au même titre que n'importe qui, pour aller faire cette action auprès des entreprises. Et en plus, donc, nous travaillons aussi, alors justement à Pôle emploi, pour renforcer au niveau des demandeurs d'emploi, à la fois, et notamment dans le cadre de l'employabilité des seniors, essayer que ces gens-là reprennent confiance en eux et pour s'inclure, en fait, voir un petit peu leur vie aussi bien personnelle que leur vie professionnelle. Et ça, je crois que c'est important parce que nous sommes que des bénévoles et comme dans le cadre de ce bénévolat, les gens ont plus confiance au bénévolat que éventuellement aux salariés de Pôle emploi. Et on découvre des choses qu'on a pu sortir. Un exemple rapide, une dame qui était licenciée dans une école, eh bien, on s'est aperçu qu'elle avait un handicap puisque c'était l'alcoolisme. Et on a pu traiter avec Pôle emploi ce problème et aujourd'hui elle a un emploi. Philippe Voilà. Mazreau, sur cette question de l'illettrisme et ce qu'évoquait monsieur, est-ce que vous avez réfléchi à la question? Est-ce qu'on l'intègre dans cette réflexion sur l'inclusion? Oui, enfin, dans certaines entreprises, effectivement, donc là, l'illettrisme, c'est caché. Certaines entreprises font, je pense, des entreprises de tri de déchets dans le Nord qui ont fait des expériences pilotes sur sortir leurs salariés de l'illettrisme. Hein. C'est-à-dire, dans un premier temps, déjà admettre, faire reconnaître, et ensuite aménager, enfin en tout cas mobiliser des fonds de la formation professionnelle continue pour pouvoir aider ces personnes à sortir de leur situation. Et c'est vrai que ça puisse être pensé au sein d'une entreprise. C'est relativement nouveau. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse, au sein de l'entreprise, élever le niveau de compétences générales, non pas liées à des compétences spécifiques qui sont liées au métier de l'entreprise, mais les compétences générales de la personne, ça, c'est un pas à franchir parce qu'on est dans les entreprises et notamment la formation professionnelle continue est quand même très mobilisée sur les compétences opérationnelles. Alors, à mon avis, c'est un mauvais calcul dans la mesure où la montée en compétences, y compris sur des domaines généraux, ça produit des effets de transformation et de transfert qui sont, enfin ça on l'observe dans la recherche assez régulièrement. Donc être étroitement utilitariste, c'est jamais un bon pari en matière de formation. Est-ce que nous avons des questions? Peut-être vers le fond, derrière la caméra. Je crois avoir vu un bras, une main en tout cas. Bonjour. Bonjour.
Alors moi j'aurais une question en fait sur une loi qui est passée il y a 13 ans de ça. Maintenant, la loi de 2005 sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap dans les équipements publics. J'aurais juste une question par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que cette loi est inclusive ? Au final, première question. Deuxième question, est-ce que notre société n'a pas failli à partir du moment où il faut créer une loi pour favoriser l'accessibilité des personnes en situation de handicap ? Troisièmement, est-ce qu'en Angleterre, ils ont une loi comme celle-ci ? Alors, qui répond le premier ? Je vois Philippe Mazereau, le regard perdu. Non, non. Alors, la loi de 2005, alors c'est un peu compliqué. Alors, la loi de 2005 ne parle pas d'inclusion. Hein, le terme n'existe pas dans la loi. C'est dans la suite que l'inclusion s'est imposée comme une référence globale, notamment par ce que j'indiquais tout à l'heure, par le biais des politiques de l'Union européenne. Donc la loi de 2005, en revanche, elle posait deux principes qui, à mon sens, il faut faire fonctionner. C'est le principe de l'accessibilité et de la compensation. Accessibilité, ça veut dire rendre les milieux ordinaires accessibles. Compenser, c'est pour des personnes qui sont en difficulté avec l'accès aux milieux ordinaires, eh bien, on leur octroie des aides humaines ou matérielles. Le problème, c'est que si je prends l'exemple de l'école, hein, parce que là, c'est un exemple que je connais bien, à partir du moment où on a dit il faut généraliser l'inclusion, on inverse, je dis on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire on pense compensation avant de penser accessibilité. C'est-à-dire en gros, on va dire ah bah oui tiens, tel élève en situation de handicap va être inclus, il faut une auxiliaire de vie scolaire. Personnellement, j'ai été directeur au début, avant que ce soit l'éducation nationale, d'un service d'auxiliaire de vie scolaire. Tous les élèves en situation de handicap n'ont pas besoin forcément d'auxiliaire de vie scolaire. Mais c'est très compliqué parce que là, vous avez une alliance entre à la fois les familles qui pensent que ça va être mieux et les enseignants qui aussi se protègent. Et donc, on pense compensation avant de raisonner, dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le système. Juste un petit exemple, en tant que responsable de service d'auxiliaire de vie scolaire, on avait un jeune garçon qu'on suivait qui était en classe en grande section de maternelle. Il était dans une école de petite taille. Il allait passer au cours préparatoire. Son institutrice dit aucun problème, il va apprendre à lire, il n'y a pas de souci. Il progressait très bien scolairement. Donc il avait pendant sa grande section une auxiliaire de vie scolaire. On savait où est-ce qu'il allait aller dans la classe suivante, une classe où il y avait 18 élèves à l'époque. On s'est dit, il n'y a plus besoin d'auxiliaire de vie scolaire. Il est tout à fait intégré comme ça. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on a supprimé cette compensation, eh bien, ça suscite des protestations, et en premier lieu, des protestations de la part des parents qui disaient, mais oui, mais notre enfant... Non. C'est parce que, si vous voulez, je dirais, j'ai un collègue qui parle de ça, il dit, en fait, l'inclusion, ça fait peur. Et la meilleure compensation de la peur, c'est l'espoir. C'est-à-dire se dire, mais non, il faut tenter. On enlève la compensation, on verra. Ça ne veut pas dire qu'on l'enlève définitivement, mais sinon, on va garder des choses inutiles et qui vont s'avérer d'ailleurs contre-productives dans la vie sociale ultérieure. Donc, il faut vraiment penser accessibilité, compensation, et ça, c'est la loi de 2005 qui le permet, mais malheureusement, on pense le second avant le premier. Et les anglo-saxons, ils n'ont pas de loi là-dessus parce que eux, l'accessibilité, ça fait partie de leur mode de raisonnement initial, toujours, tout le temps. Ne serait-ce pourquoi? C'est une culture, tout simplement parce qu'ils sont effectivement un peu plus pragmatiques que nous. Hein. Ils pensent d'abord aux choses et à leur utilité, et après ils essayent
Alors nous, on est très fort sur les concepts, c'est bien aussi, hein. Mais voilà, il faut les pragmatiser un peu, nos concepts. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Ah ben tiens, avant de reprendre un peu sur essayer de tirer des perspectives d'avenir avec les uns et les autres. Bonjour. Moi, ce serait plus une remarque. En fait, je suis directeur sportif de l'ASRUC Rugby. Et le regard qu'on porte sur les éducateurs ne favorise pas l'inclusion. C'est-à-dire que leur évaluation ne le favorise pas. Un éducateur qui rentre d'une compétition avec des enfants, la première question, c'est vous avez fait quoi? Vous avez gagné? Vous avez perdu? Donc, un bon éducateur en France, c'est l'éducateur qui gagne. Jamais on lui dit est-ce que les enfants ont pris plaisir? Est-ce qu'ils ont tous joué? Comment s'est comporté tel enfant? Etc. Et ce regard porté par nous, professionnels, les dirigeants, les parents, ne favorise pas l'inclusion. C'est-à-dire que tout de suite, on est dans la performance dès le plus jeune âge, plutôt que d'être dans cet accompagnement. Donc voilà, c'est cette petite remarque un petit peu sur l'évaluation et le regard qu'on porte aux éducateurs sportifs. J'allais me tourner vers vous, Chantal. Merci pour cette remarque intéressante. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce regard-là. Le projet sportif, forcément, on pense victoire, on pense résultat sportif, c'est le rôle un peu de chaque club sportif. Néanmoins, aujourd'hui, la réponse que doit apporter un projet associatif, c'est être en capacité d'accueillir tous les publics. Et on a des exemples marquants en Normandie de clubs sportifs qui sont, 1, performants, avec de vrais résultats et des internationaux, 2, avec des éducateurs ou éducatrices qui sont sur le champ du handicap avec une vraie bienveillance de l'accueil, 3, avec certaines personnes en situation de handicap intégrées, inclus dans un conseil d'administration, 4, à proposer l'activité sportive pour des publics armés du salut, structures émergence, 5, à accueillir des jeunes issus de l'ASE, aide sociale à l'enfance. Et ce sont des clubs comme cela que l'on met en évidence, en avant, pour dire qu'aujourd'hui, certes, la performance, les parents comprennent très bien que quand on met un enfant, c'est peut-être aussi pour briller ou être dans la performance. Mais le premier rôle d'un éducateur sportif, c'est d'être un éducateur avant d'être un entraîneur. De rôle et fonction de l'éducateur ou de l'éducatrice, c'est cela. C'est peut-être ça aussi le message qu'il faut apporter à la société, c'est qu'on peut être une structure qui accueille un ensemble de publics, mais on a des réponses différentes en fonction du public que l'on a au sein de la structure. Et on peut, je prends souvent l'exemple, moi j'ai commencé ma carrière par le haut niveau, hein, j'ai fait les Jeux Olympiques, et aujourd'hui je finis ma carrière de professeur de sport en développant le sport pour tous les publics, y compris en grande précarité. Et je trouve que la richesse de mon métier, c'est ça aussi, c'est se dire que passer d'un rôle professionnel pour développer le haut niveau, pour amener des sportifs aux Jeux Olympiques ou autres, c'est somptueux, c'est génial, mais être en capacité aussi, quand on est un club sportif, d'apporter une réponse pour tous et pour toutes, là, c'est une réussite de projet sportif. C'est le rôle de l'éducateur et de ses dirigeants bénévoles de démontrer que le projet sportif, il est ouvert pour tous et pour toutes. Mais ça dépend peut-être, et là, monsieur vient du rugby, je crois, un sport d'équipe, ça dépend peut-être aussi de la nature du sport que l'on pratique, non? Moi, je suis entièrement d'accord, et c'est ce qu'on essaye de changer. Là, moi, j'ai une éducatrice qui était toute contente parce qu'il y a un enfant différent qui a été accueilli dans l'équipe, et le papa lui a dit « Je vous remercie, vous êtes une bonne éducatrice. » Elle n'a pas encore fait un match, ça doit être la première fois de sa vie qu'elle entend ça, sans avoir fait une compétition, en fait. Et c'est pour ça que nous, on a besoin absolument, en tant que manager dans ces structures-là, et je rejoins le mot de managériat de bienveillance, d'être capable d'accompagner différemment et de ne pas dire « Oh, il est bon, il a gagné samedi. » Mais c'est peut-être justement parce qu'elle débute. Elle n'est pas encore confrontée à cette idée de oui, de on résultat. essaie, ou parce qu'on a la chance, comme avec des choses comme aujourd'hui, de prendre conscience d'éléments différents pour faire évoluer les choses. Mais voilà, dans le milieu de nos fédérations, ce n'est pas toujours simple. Et ce regard-là, je pense qu'il est important de le changer, justement, envers nos éducateurs. Parce que si vous inscrivez votre enfant dans une équipe de basket ou de handball, s'il ne grandit pas aussi vite que les autres, il aura assez peu de chances de terminer en équipe première, soyons honnêtes. Oui, mais il peut faire du sport pour le plaisir et le bien-être, sans pour cela être sur les terrains compétitifs le dimanche. On a encore des disciplines, des fédérations qui discriminent
Au bout d'un moment, l'accueil de certains enfants, on sort certains enfants parce qu'ils ne sont pas dans la performance pour aller jouer le dimanche. C'est inadmissible. Il y a toutes des modifications à faire vraiment pour changer. Mais c'est un petit peu la société d'aujourd'hui. Hein. Accueillir, inclure, intégrer et faire en sorte que chacun et chacune puisse trouver sa place. Merci. J'ai vu... Voilà, il me semblait bien. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis ancien éducateur spécialisé, ancien directeur d'établissement spécialisé. J'ai travaillé comme directeur à Cap Emploi pendant 21 ans, donc je connais un petit peu le métier, et je suis ancien sportif de haut niveau. Donc aujourd'hui, en tant que jeune retraité, je me suis installé dans la recherche d'associations pour amener le sport pour les handicapés. Et aujourd'hui, je m'aperçois d'une chose, c'est que la loi, c'est 6%, le monde du handicap, c'est 10% de notre population. On est en train un peu de jouer sur notre nombril. Et quand on est dans la vie de tous les jours, qu'on est en dehors du travail, en dehors de ce système, de ce microcosme du handicap, on est loin d'être majoritaire. Mais très loin d'être majoritaire. Et la population, c'est autre chose. Elle inclut... Enfin, moi, j'étais... Au départ, on parlait d'insertion vers l'intégration. Maintenant, on parle d'inclusion. On parle de mots. Mais la réalité de terrain, où elle est? Elle est aujourd'hui que moi, je suis administrateur d'un club sportif. J'étais administrateur au HAC, Havre Athletic Club. L'année dernière, on a fait les championnats de France de CC Foot. Je me suis aperçu que j'étais devant, j'étais derrière, j'étais tout seul. J'ai posé ma démission. Après, je suis parti. Un retraité, je choisis ses cibles. J'ai plus rien à dire aujourd'hui. J'ai plus qu'à vivre. Donc j'en profite. J'ai été rattrapé par le club nautique Havrais. Je mets en place la section handisport. La section handisport aujourd'hui, c'est 2 sportifs, dont un qui est au conseil d'administration. Donc très bien. C'est aujourd'hui une recherche de financement. Recherche de financement, je suis sur un monopole. C'est 17 000 € qu'il faut trouver pour chercher un système de mise à l'eau et un fauteuil de bassin. Ça, c'est la réalité. Et les budgets, ça se cherche. Et tout le monde est en cofinancement. Et aujourd'hui, moi, je suis très, très content d'être aujourd'hui invité par la GFIP et le conseil départemental, le CD 76. Hein. Mais la GFIP n'a jamais mis un sou de mon temps pour aider des personnes handicapées à trouver un emploi via le sport. Et pourtant, en tant que directeur de Cap Emploi, on a fait 8000 contrats de travail, dont plus de la moitié en CDI en 20 ans. Et il y en a un qui est champion de France, qui travaille chez Decathlon, et il est rentré chez Decathlon en tant qu'illettré par l'intermédiaire de son titre de champion de France d'athlétisme sur 100 mètres. Donc le sport est un vecteur d'intégration. Pour terminer, je dirais simplement qu'actuellement, je fais de la voile avec des personnes en situation de handicap. Plutôt que faire une régate, cette année, on a fait une promenade dans la journée, un dimanche, en associant des propriétaires de bateaux, et que notre dernière idée, c'est d'amener des personnes qui arrivent à barrer, tout en étant déficients intellectuels, travailleurs en ESAT, et amenés à être dans une régate du jeudi soir, où tous les notables du coin régatent à partir de 17h, et d'amener une personne en situation de handicap sur chaque bateau de propriétaire qui sera au départ de la compétition, plutôt que de rester dans notre microcosme sur la SLES, puisque nous, on est sur la Fédération française de sport adapté. Alors, petite aparté sur Fédération de sport adapté et Fédération de sport FFH, handicap, c'est handisport, c'est aujourd'hui, je crois, une perception des règles pour chacun, parce que ce serait très compliqué de mélanger. Il faut arriver à ça, mais je crois qu'il faut arriver surtout, c'est à amener les personnes en situation de handicap à être comme tout le monde, en gérant les différences dans la société de tous les jours. Merci. Merci beaucoup. Alors j'avoue, moi j'ai beaucoup de chance. Je suis avec vous aujourd'hui. En vous écoutant, il me semble me souvenir que j'étais au stade au HAC en 2007 avec des entreprises où là le message était différent. Vous voyez, il y a 11 ans, le message était différent. On leur disait, vous voyez, la loi a changé, incitez vos salariés à se dénoncer.
c'est qu'il doit y avoir forcément des salariés handicapés que, comme vous n'étiez pas très bienveillant avant, le monde de l'entreprise, ils ne l'ont pas dit en rentrant, mais maintenant, il faut leur dire, allez-y, venez, parce que ça va nous coûter des sous. Et donc, on passait ce message. Je vois que le temps a changé, fort heureusement, les choses changent. Et moi, j'ai le bonheur de rencontrer plein de gens, un nageur d'ailleurs, malvoyant, qui nage dans votre bassin, au Havre, des gens qui pratiquent le cécifoot aussi, j'en ai rencontré. J'ai cette chance, mais tout le monde n'a pas un métier qui permet comme ça d'aller à la rencontre des autres. Alors, il faut aussi que vous alliez à la rencontre. Je crois que c'est un peu d'ailleurs la tournure qui était en train que votre carrière est en train de prendre, Alexis, chez Bouygues. Vous allez petit à petit quitter les chantiers. Enfin, vous allez continuer à y aller, mais pour d'autres motifs. Oui, c'est vrai qu'effectivement, du coup, j'ai la chance d'avoir signé avec Bouygues une CIP, donc un contrat d'insertion professionnelle. Et du coup, en tant qu'ancien du bâtiment, en fait, Bouygues m'a proposé d'essayer de me reconvertir en tant que chargé préventeur santé-sécurité. Parce que moi-même, accidenté du travail, en fait, je pense avoir les recours pour essayer d'éviter les accidents aux compagnons de chez Bouygues, et du coup de prôner le message classique, enfin voilà, vraiment rentrer dans du concret, comme quoi moi ça m'est arrivé. J'essaye de vraiment prouver que ça n'arrive pas qu'aux autres. Encore une fois, moi ce que j'ai vécu à 24 ans, je le souhaite à personne. Ça a été des moments douloureux, et l'hospitalisation a été longue et compliquée. Néanmoins, voilà, j'ai su me remobiliser. Je tenais juste à faire une petite aparté aussi. On parlait d'espoir, et moi je suis assez touché. Je reçois souvent des messages par les réseaux sociaux, donc par le Facebook ou par Instagram, de personnes en situation de handicap aujourd'hui, qui m'envoient beaucoup de messages comme quoi voilà, je suis vecteur pour eux de motivation et tout ça. Et ça, du coup, ça me conforte aussi, et ça me redonne beaucoup de force, parce que vraiment, j'ai une population qui commence de plus en plus à me suivre sur les réseaux. Et c'est vraiment super touchant et enrichissant tout ça. Et donc, j'essaye aussi, moi, de leur prouver et de leur répondre que eux aussi, s'ils ont des rêves à réaliser, il faut y croire, il faut batailler tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment sympa, et je vous invite, pour ceux qui ne le font pas, à me suivre sur les réseaux pour suivre la saison 2019 de triathlon qui s'annonce déjà très enrichissante. On va liker votre page. Romain, vous aussi, vous avez une communauté autour de vous qui va s'élargir avec le livre que j'évoquais. On va pouvoir en discuter juste après, là, d'ici 5 minutes, ensemble à l'extérieur. Vous, votre avenir, vous le dessinez comment? Là, on voit il y a une évolution professionnelle pour Alexis. Et vous, c'est le début de quelque chose, là. Le livre, l'association? Bien sûr, tout d'abord, je félicite aussi Alexis pour son parcours extraordinaire. D'à côté, moi aussi, de mon parcours, il va être différent, tout aussi semé d'embûches. Le chemin n'est pas tout tracé, il y a encore des choses à voir. Donc oui, c'est sûr, l'avenir, c'est maintenant que l'on doit l'écrire. Je crois profondément et franchement solennellement qu'on peut faire des belles choses. Il reste encore des étapes à gravir. La vie n'est pas finie, c'est sûr. Il y a encore des choses à faire évoluer. Oh non. Il y a encore pas mal de choses à mettre en œuvre, y compris pour mon entreprise. Mettre encore quelques jalons en route pour justement créer peut-être une future marque pour hommes, pour accueillir des grands mannequins, hein, comme on le dit. Donc moi je suis un peu volatile, un peu zébulon dans ma façon de voir les choses. Je suis un créatif en tout genre. Si je m'écoutais, je ferais 100 modèles par nuit. Donc voilà quoi. Je ne m'arrête pas. Donc en fait pour l'avenir, voilà, je souhaite à tout le monde même une réussite professionnelle et beaucoup d'amour et beaucoup de passion, et avant tout de la fierté à chaque instant de leur vie. De la fierté. Chantal, votre synthèse et votre vision pour l'avenir, que ce soit dans le monde sportif, professionnel bien sûr, parce qu'on est aussi là pour ça aujourd'hui, puis pour la société en général. Eh bien, j'aimerais qu'on passe un cap supplémentaire, c'est réussir à toucher un peu plus la personne en situation de handicap qui n'est pas en institution, en établissement, mais plus à domicile, qui a encore un peu de mal
à être touchés malgré tous les outils de communication, les sites, etc. Ça prouve que si on travaille en réseau, on y arrivera. On fait une permanence tous les mois à la MDPH, que ce soit au Havre, à Rouen, pour justement expliquer, voilà, vous avez des clubs sportifs, vous pouvez accéder à ces pratiques. Donc déjà faire savoir. Il y a des formations existantes et pour lesquelles aujourd'hui, si on met en place des formations pour toucher les personnes en situation de handicap, il nous manque encore l'étape où on va toucher des personnes en situation de handicap qui pourront avoir accès à l'emploi sportif. Donc on ouvre, bien sûr, vendredi, il y a un forum au Kind Arena, Forum Emploi, où le public en situation de handicap est bien sûr accueilli pour regarder toutes les offres d'emploi sur le champ de l'éducation populaire, de la jeunesse et du sport. J'ai encore souvenir d'une jeune fille tétraplégique du Havre, handballeuse, pour lequel on s'est tous mis autour de la table, l'organisme de formation, les services de l'État, pour trouver une solution. Cap Emploi, à ce moment-là, elle n'a pas eu d'accompagnement financier pour pouvoir aller jusqu'à sa propre formation et devenir éducatrice en handball, accompagnée sur un club du Havre. Et je me dis qu'il faut qu'on trouve des solutions pour rendre accessible tous les métiers, y compris celui du sport, parce qu'on peut être en situation de handicap et pouvoir encadrer des publics, quels qu'ils soient, y compris valides. Et ça, c'est encore une marche à atteindre, où on n'est pas bon, parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut travailler en réseau. Et quand je parlais tout à l'heure de la nécessité de se mettre autour de la table, je crois qu'il faut administration, service, Cap Emploi, AGFIP, qu'on travaille ensemble et qu'on puisse trouver des solutions pour permettre cela. On est souvent un peu trop chacun dans nos couloirs. Et quand j'essaye, à mon niveau, à mon simple niveau, de faire du lien entre une famille qui a un enfant autiste avec la MDPH pour essayer de trouver ou avoir une réponse plus adaptée pour une AVS, et quand je me rends compte des délais, des difficultés, et je me dis, waouh, je suis service de l'État, c'est complexe pour moi, qu'est-ce que ça doit être dur pour les familles qui sont souvent en pleurs. Et je ne suis que sur le volet sportif. Donc je me dis que pour la vie et l'insertion et l'inclusion, on a vraiment un travail à faire tous ensemble et gageons qu'on arrivera à se mettre autour de la table pour avancer. Simplifier. Et enfin, Philippe Mazereau, je vais vous poser une question. Là, vous allez rentrer à l'université à Caen ou aller saluer vos camarades à l'université à Mont-Saint-Aignan. Pendant le trajet, là, en partant, à votre avis, qu'est-ce que vous allez vous dire de cette entrevue que nous avons eue, là, ce qui s'est dit dans la salle, ici, autour de la table ? Qu'est-ce que vous allez retenir ? Justement, je réfléchissais à ça et je me disais que souvent, je dis la notion de handicap, c'est une catégorie sociale qui ouvre à des droits. On a trop tendance, en fait, à figer et à identifier le handicap sur la personne et à faire en sorte que... C'est pour ça que l'idée de situation de handicap est déjà un progrès dans le langage. En fait, je pense que le handicap, on voit bien, ce qu'on a appris ce matin, c'est que c'est à la fois un rapport à soi et un rapport au monde. Alexis, il nous disait, moi, je me sens pas... Il se sent pas handicapé. Mais quand il se promène en short et qu'il croise des gens dans la rue, le monde... le regarde comme handicapé. Donc, en fait, on traverse comme ça des situations. Et je pense que, justement, l'idée d'inclusion, c'est de faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent, par le biais de dispositifs transitoires, se réapproprier, je dirais, une identité différente. J'ai souvenir que dans des travaux de personnes qui travaillaient sur des personnes reconnues travailleurs handicapés qui travaillaient dans des entreprises de moins de 10 salariés, où donc il n'y avait pas à l'époque de dispositifs, où il n'y avait pas de choses particulières ni d'aide pour ces entreprises-là. Au bout de 4 ou 5 ans, ils ne demandaient plus leur reconnaissance de travailleurs handicapés. Ils étaient devenus des travailleurs comme les autres. Donc il y a vous voyez, la dialectique entre les aides, des catégorisations sociales et puis le parcours des personnes. Il faut dissocier, je pense. Voilà, moi ce que j'apprends, aussi bien les parcours là, qui nous montrent qu'on passe à travers des situations et qu'on en sort.
Merci beaucoup. Merci à vous quatre, bien sûr. Merci à vous tous pour vos questions, vos apports, vos confidences même parfois, votre bienveillance. Et puis je crois que nous avons une dernière diapo à vous montrer, un dernier apport, m'a-t-on soufflé, sur des activateurs de projet, de progrès, pardonnez-moi. Mais c'est un projet, le progrès, un beau projet d'ailleurs. Oui, pour prolonger notre journée, finalement, dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, la GFIP promeut un dispositif pour toutes les entreprises qui ont envie de montrer que le handicap est présent, que c'est possible d'employer. On a un dispositif où toutes les entreprises peuvent s'afficher activateur de progrès, l'afficher en interne et finalement aussi montrer que les choses progressent et que c'est facile d'une certaine manière. Donc voilà, c'est la deuxième année qu'on fait ça. L'an dernier, on avait 1500 entreprises qui ont participé au projet. On en a déjà plus de 700 inscrites aujourd'hui. Il y a un site activateur de progrès pour s'inscrire et on espère en avoir 3000, 5000 cette année. Ça devrait être possible. Merci beaucoup. Merci pour ce conférence tour avec la GFIP et avec Le Monde. Je m'en vais liker vos pages et puis lire votre livre, Romain. Merci à vous tous.